Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank. Je suis votre animateur François Rodrigue. Comme je suis un docteur en coaching qui consulte pour des entraîneurs et des équipes de niveau junior, universitaire, professionnel et olympique, mon intention avec le balado est de déconstruire tout ce qui touche à l'art et la science du coaching. Aujourd'hui, pour l'épisode de 139, on parle du système sportif québécois, la place de l'innovation dans les fédérations sportives, du leadership sportif, du transfert du talent et de l'avenir du sport au Québec. Vous allez voir, c'est un épisode intéressant, fertile en réflexion et même en critique constructive sur ce qui se passe en ce moment à travers la scène québécoise, mais tout ça a été enregistré durant l'été 2025 parce que c'est ce que j'avais le goût de faire, c'est-à-dire que j'avais le goût de réfléchir et décortiquer l'état du sport au Québec avec deux personnes qui n'ont pas peur de faire différent, de faire des critiques constructives, mais qui ont expérimenté. Parce que c'est une chose de critiquer, mais c'est une autre chose d'essayer de faire les choses mieux. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, mes deux invités sont Francis Ménard, qui a tout récemment quitté son poste de directeur général à la Fédération de natation du Québec, et Maxime Lamarche, qui est directeur général à la Fédération de baseball amateur du Québec. En ce qui concerne Francis, eh bien, c'est un ancien athlète de water polo devenu gestionnaire en 2016. Comme j'ai dit tout à l'heure, Francis dirigeait jusqu'à tout récemment la Fédération de natation du Québec. Il est aussi diplômé d'un DESS en management du sport du HEC Montréal et possède une certification universitaire en gouvernance de société de l'Université Laval. Il a aussi dirigé Water Polo Québec et Parasport Québec et il prône une gouvernance saine et une culture d'intégrité dans le sport. En ce qui concerne Maxime Lamarche, eh bien, c'est directeur général de Baseball Québec depuis 2014. Maxime était à l'époque ou a été un joueur à l'Académie de baseball du Canada et a même joué quelques parties pour les Capitals de Québec. Sous sa direction, Baseball Québec a été reconnu comme l'une des meilleures fédérations sportives au niveau provincial et national grâce à ses stratégies novatrices pour promouvoir la croissance du baseball dans un environnement sain. Et là, vous allez voir, durant l'épisode, on parle des fédérations comme rouage essentiel au niveau du développement des athlètes et du système sportif, la structure des organisations dans le sport québécois et on se questionne sur l'efficacité actuelle des choses. On parle aussi de l'équilibre entre le désir d'innover et de faire les choses différemment, mais aussi le besoin de stabilité. Parce que ça peut être un défi pour les équipes à certains moments. On parle aussi maintenant du transfert du talent entre les sports. Donc, on fait du pouce sur ce qui a été discuté lors de l'épisode 137 pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire au Québécois. Puis c'est à qui de jouer un rôle par rapport à ça. Et puis, on finit par parler de la collaboration intersport, des calendriers ou de l'arrimage des différentes fédérations sportives. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent d'ordre général, bien, je t'invite à t'abonner au balado ou à l'infolettre via le site web. À tous les auditeurs et toutes les auditrices fidèles, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux @CoachFrankPhD dans un mot. Et avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je prends les conflits d'intérêts très au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes politiques professionnelles sur mon site web, lecoachfrankphd.com, pour en savoir plus. Autrement, merci de partager ma passion du sport et de l'excellence sportive et je vous souhaite un bon podcast. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est un rouage important? La vision large. Souvent, dans le sport, ce qu'on souhaite, c'est faire progresser les athlètes, que ce soit vers le mouvement olympique, que ce soit vers le chemin professionnel. Puis tout ce que va mettre en place la fédération en termes de formation, en termes de structure compétitive, va donner une direction dans le développement de l'athlète. Donc, je pense pas qu'un entraîneur ou un club peut se dire « moi, j'ai la recette, puis la fédé, elle sert à rien. Mm-hmm. » Au contraire, ce que tu fais est fortement influencé par ce qu'ils ont mis en place, même si tu n'en es pas tout à fait conscient. Ouais. Puis si tu en prends conscience, puis tu te dis comment je peux leverage ça dans mon quotidien, puis faire en sorte que mes athlètes profitent de ce qui est mis en place par la fédé, je pense que ça peut accélérer clairement le développement, puis même ton développement professionnel comme entraîneur, mais aussi pour l'ensemble de ton club. Là. C'est une affaire que je pense qu'il doit changer au Québec dans l'ensemble. Tu sais, des fois, on aime ça chialer contre les enseignants, puis on a besoin d'enseignants engagés. On aime ça chialer contre les professionnels de la santé, puis on a besoin de professionnels de santé. On aime ça chialer contre les fédés, on aime ça chialer contre les arbitres. Mais en bout de ligne, on a besoin de ce monde-là. Puis, tu sais, à force de chialer contre ce monde-là, ça les démotive. J'écoutais justement une entrevue, puis là, on ne débattra pas de la situation politique dans une certaine ville du Québec, là où c'est que ça brasse en ce moment. Mais c'est comme, on a des politiciens, des fois, qui veulent s'engager,
mais on charle tellement après eux autres qu'on les démotive. Fait qu'on se ramasse avec les héros qu'on mérite, c'est-à-dire des fois pas tellement les héros qu'on voudrait avoir dans des postes qui sont importants comme l'arbitrage, tu sais, par exemple. De ton côté, Max, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ressorte du podcast? Ben écoute, tu sais, si on y va avec la stratégie du give and take d'Adam Grant, là, Ouais. ben moi, j'ai fait beaucoup de take de tes podcasts. Hein, Okay. Dans tous les podcasts, j'en ai écouté, puis j'ai toujours pris des choses. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme mon moment aussi de donner et souhaiter que, est-ce que dans ce que nous trois, on va discuter aujourd'hui, ben il y a des petits bouts qui vont servir à d'autres, qui vont pouvoir leur permettre de voir les choses différemment ou d'amener des changements dans leur façon de faire. Ben ça sera mon petit leg à ton podcast qui a énormément donné pour moi. Ben, tant mieux, puis merci de le dire, justement. Fait que Maxime, bienvenue officiellement à Temps d'arrêt. Après 5 ans et plus même de discussions, de collaboration, c'est le fun de t'avoir avec nous. Hey, on en a eu des discussions ensemble. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui parce qu'il faut se le dire, là, on s'est parlé autant le soir très tard que le matin, les naissances des enfants et tout, puis de comment on voyait le sport pendant la pandémie, avant, après. Fait que là, je suis content qu'on ait cette discussion-là ensemble ici. Là. Ouais, ça remonte pré-pandémie, là, justement, Absolument. la première conversation pré-pandémie. Francis, bienvenue à Temps d'arrêt. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Donc, je pensais commencer aujourd'hui là, une idée, le mandat que je nous suis donné, je ne sais pas si ça fait du sens en français, c'est vraiment de parler un peu de l'état du système sportif québécois, du sport au Québec, puis de potentiellement commencer à gratter un petit peu dans quelle direction on pourrait aller pour changer un peu les choses. Puis l'idée là, de vous avoir avec nous, ben, c'est qu'on a 2 personnes qui sont des leaders dans les fédérations sportives québécoises, 2 personnes qui ont écouté plusieurs épisodes du podcast, si mes informations sont toujours bonnes. Puis 2 personnes que je pense qui ont pas peur de brasser un petit peu les choses, mais positivement pour faire changer les choses. Puis parlant de vouloir faire changer les choses, Maxime, vous avez fait quelque chose quand même de particulier avec Baseball Québec dans les dernières semaines où tu reviens tout juste de là. Vous êtes allé au Japon? Oui? Tu peux nous faire un petit topo de ça? Oui, on est allé au Japon. En fait, depuis quelques années, on a mis en place un programme de haut niveau pour les filles dans le baseball. On avait un programme de haut niveau depuis 30 ans pour les garçons. Et là, avec la montée en flèche du baseball féminin, faut se le dire, il y a à peu près 15-20 ans, on avait 500-600 joueuses dans le Québec au complet. Puis cet été, en 2025, on va dépasser le 6000. Donc, à un certain moment, il a fallu s'adapter puis se dire, il y a une clientèle qui rêve grand, qui veut se rendre à un autre niveau. Puis, donc, on a commencé à mettre en place des programmes de haut niveau. Et à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on était les seuls un peu en Amérique à faire ce type de programme-là, entraîner les filles à l'année. Et on s'est rendu compte que les filles se développaient rapidement, puis comparativement aux autres filles, des autres provinces du Canada, prenaient une longueur d'avance. Fait que là, c'était de se dire où on peut aller jouer pour montrer à nos filles qui s'entraînent, à nos filles de haut niveau, c'est quoi le prochain niveau, tu sais? Mm-hmm. The next level, comme on pourrait dire. Et Patricia et moi, Patricia qui est la directrice du programme, qui est entraîneur sur l'équipe nationale, qui a un beau bagage de vécu, qui s'est promené partout dans le monde. On rêvait depuis un petit bout à se dire, le Japon, ça pourrait être une option. Puis là, quand les étoiles ont commencé à s'aligner, on a sauté là-dessus, puis on est parti au mois de mars, 12 jours au Japon, jouer contre les meilleures filles de la planète. Ça devait être quand même particulier. Puis, tu sais, on en a entendu parler quand même beaucoup dans les médias dans les dernières semaines. Fait que je veux pas nécessairement retourner dans la généralité, mais moi, je me disais, quelqu'un qui veut mettre la même chose en place, qu'est-ce que ça y prend pour mettre ce genre de voyage-là en place? Comme c'est quoi les étapes ou les gros milestones que tu as eu besoin de franchir pour que ça se passe? Parce que je sais qu'il y a des gens en natation, en lutte, en hockey qui voudraient le faire, le même genre de projet, mais qui n'ont pas nécessairement la chance de le faire ou qui ne savent pas trop par où commencer. La première chose, c'est qu'il faut savoir oser. Parce qu'on va se le dire, tu t'embarques dans un projet très complexe parce que le Japon, c'est pas à côté. T'sais, on organise beaucoup de voyages dans le sud des États-Unis, dans l'Amérique latine, parce que le baseball se joue en grande partie dans ce coin-là du monde. Donc, on n'est jamais très dépaysé. La langue peut être différente, mais la langue reste quand même, l'espagnol, il y a des points de repère qu'on a. L'anglais, la plupart de nos athlètes, nos gens le parlent couramment. Alors là, d'aller en Asie, c'est très, très dépaysant. Puis, un coup que tu dis, c'est quoi, 1, 2, 3 go, on le fait. Là, il faut que tu aies des bons alliés sur place parce que ça, c'est un autre grand défi qu'on a, d'aller dans un autre continent. C'est pas un voyage d'école, c'est pas un voyage tant structuré dans le sens où est-ce que c'est pas du tourisme, où est-ce qu'il y a déjà des circuits qui sont préparés à l'avance. Il faut que tu aies des alliés là-bas parce que c'est pas la même langue du tout. On conduit pas du même bar là-bas. Parler pour réserver des chambres d'hôtel, c'est pas super facile parce que leur capacité à parler anglais est beaucoup plus petite qu'on pensait. Mm-hmm. Donc, d'avoir des alliés sur place là-bas, c'est extrêmement important, qui sont passionnés, qui sont dévoués, parce que sinon, ça peut devenir rapidement un cauchemar. Mais un coup que tout ça est aligné,
Puis qu'on a fait l'annonce après aux filles, ben tout le monde est comme parti dans une grande aventure. Puis on s'est dit, ben il y a des choses qu'on va apprendre puis qu'on va savoir là-bas. Fait que savez-vous quoi, les filles? On va apprendre à vivre un peu avec l'imprévisibilité. On n'aura pas le choix d'apprendre à s'ajuster sur place parce que même nous, il y a des choses avant de partir qu'on n'était pas au courant. Comme moi, quand j'ai su qu'on allait jouer à Hiroshima, pour moi, c'est une ville symbolique du monde, mais je savais pas que c'était en même temps comme une région administrative dans un coin du Japon. Donc, quand on m'a dit on allait jouer à Hiroshima, ben on a dit, ben on est dans la ville d'Hiroshima, mais finalement, on est à 2 heures d'Hiroshima dans les montagnes qui fait partie de cette, entre guillemets, de cette région-là. Donc, on l'a appris sur le coup, mais on s'est adapté tout le long du voyage. Puis, un coup qu'on s'est dit, tout ne sera pas parfait, tout ne sera pas connu à l'avance, tout est devenu un peu plus léger, un peu plus facile, puis ça a mis la table pour un voyage exceptionnel. J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Hamel. C'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour nous aider dans nos décisions financières et cette relation-là nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants rapidement, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet d'aménagement paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madorhamel.com et mentionnez Coach Frank. L'épisode d'aujourd'hui est aussi soutenu par FEO.ca, spécialiste en équipement de fitness depuis près de 30 ans. Lorsque j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement, on avait besoin d'équipements durables et de qualité et c'est ce qu'on trouvait chez Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Que ce soit pour la musculation, le cardio ou l'équipement spécialisé, FEO.ca dessert des milliers de particuliers, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations qui ont des besoins en équipement. Ça vous intéresse? Visitez le FEO.ca et utilisez le code COACH pour profiter de 10% de rabais sur presque tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Puis ce que je retiens un peu de ce que tu viens de dire, il y a différents éléments. Un, comme de ne pas avoir peur d'oser, mais quand tu dis oser, je pense que ça peut être vu comme une généralité à la base, mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est avoir des idées intéressantes qui sont différentes de ce qui se fait habituellement. Fait que tu sais, d'être capable de juste générer des idées de comme, OK, où est-ce qu'on pourrait aller, qu'on pourrait observer des comportements, des façons de faire qui vont nous montrer un peu où est-ce que la fine pointe du sport se produit dans notre sport, par exemple. Mais le deuxième point qui est super important, c'est de se trouver des alliés. Puis c'est là que je pense que, tu sais, quand on revient des comportements des innovateurs, puis on a parlé beaucoup ensemble, puis Francis, je vais t'envoyer la balle aussi par rapport à ça, mais je pense que numéro 1, ça fait un lien avec le fait d'observer, de vouloir aller voir ce qui se passe ailleurs. Puis, tu sais, un des comportements des innovateurs, c'est d'observer. Donc, pas d'observer, de dire je regarde Francis ou je regarde Maxime ou je regarde ce qui se passe dehors. C'est de regarder ce qui se fait ailleurs. Mais pour le faire, des fois, on pense qu'avec YouTube puis les podcasts, qu'on peut avoir accès à tout, mais d'aller voir sur place, comme ça, c'est le numéro 1. Mais un autre comportement des innovateurs, c'est de réseauter. Mais réseauter en dehors de son réseau. Combien de fois on parle à des coachs de baseball, des coachs de natation, des coachs de hockey, puis ça reste à l'intérieur des coachs du même sport. Puis ça, c'est super important de sortir. Mais là, moi, de te renvoyer la balle avant de l'envoyer de ton côté, Francis. J'avais même pas pensé au jeu de mots de papa que je viens de faire, mais j'ai le droit à 3 par épisode. On a le droit à 3 chacun, d'ailleurs, par rapport à ça. Mais qu'est-ce que tu as observé de particulier que tu penses qu'on doit absolument ramener chez nous? La première chose, il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. Hein, puis ça reste que le baseball, c'est le baseball. On lance une balle, on frappe, mais c'est beaucoup en lien avec la culture. La chose la plus importante que j'ai remarquée, puis je dois quand même prendre un pas de recul parce que je me dis, on a amené une gang de filles dans un pays qui est complètement différent, pour la plupart qui avaient peut-être jamais voyagé de leur vie. Là. Donc, on part pas, on n'est pas allé au Vermont dans un endroit très safe, on est parti à l'autre bout du monde dans une culture bien différente. Fait que ça peut créer beaucoup d'insécurité, mais ça m'a sauté vraiment à l'esprit l'autonomie puis la responsabilisation des filles au Japon. Et après ça, on a été voir des gars aussi jouer au baseball, puis c'est un peu la même chose. On le voit dans leur body language, on le voit, ça fait partie d'eux. Puis nous, on a tendance, puis je vais dire les Québécoises, mais les Québécois, puis probablement les Nord-Américains, à se décharger de responsabilités comme enfant, comme adolescent ou comme jeune adulte. Je regardais nos filles jouer, puis souvent, les filles sont à la recherche d'une directive de leur coach. Souvent, vont se retourner pour voir c'est quoi la consigne
Et là, je parle des filles parce que c'était ça au Japon, mais je coach mes enfants aussi au baseball. Et à quel point l'entraîneur au premier but puis au troisième but, là, s'il n'est pas là, les jeunes restent figés des fois. Puis c'est comme le jeune va se retourner pour le regarder. Et dans ce que j'ai vu, Frank, qui m'excitait énormément, il y a quelque chose qui m'a sauté à l'esprit. Je suis à Osaka, au Koshien, qui est le tournoi le plus grand, tournoi d'école secondaire masculin. Il y a 42 500 personnes dans le stade pour voir une game de high school. Là. Et là, j'apprends que c'est un tournoi single elimination. Donc, tu perds une partie, tu es éliminé. Donc, tout est fait pour... Il n'y a pas de lendemain. Et là, je me rends compte, je suis à côté de la présidente de la fédération japonaise, puis je dis à Hiroko, Hiroko, ils ont bien l'air jeune, le coach au troisième but. Oh, Max, it's not the coach, it's a player. Hiroko me dit, c'est un joueur. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un joueur. Oh, yeah. Pour qu'il apprenne à être responsable puis à prendre des décisions, c'est les joueurs qui coachent sur les sentiers. Fait que je disais, attends un peu, là, tu es en train de me dire, il y a 42 500 personnes qui regardent la game présentement. C'est sur la télé nationale. Là, on était rendu genre en dernière manche, c'est 2-2. Il y a un coureur au deuxième but. Et là, la balle va peut-être être frappée en jeu et c'est un adolescent qui va prendre la décision de l'envoyer au marbre. Fait que là, elle me dit, yeah! Et là, pour moi, ça a été le moment marquant de dire, OK, dans leur culture, là, ces jeunes-là apprennent rapidement à se responsabiliser, à prendre des décisions et à ne pas attendre. Après ça, évidemment, on a développé sur les coachs n'ont pas le droit de sortir de l'abri, c'est vraiment les joueurs, même quand il y a des changements de lanceur, mais toute cette partie-là autour de cette autonomie-là, de cette prise de décision-là qui amène les jeunes à se responsabiliser, ça m'a vraiment frappé et évidemment, j'élève avec ma conjointe 3 jeunes enfants. La responsabilisation, c'est très important pour moi. Bien là, j'ai eu un bon wake-up call sur ce que c'était réellement la responsabilisation. Puis, des fois, je pense qu'on est surpris. Puis là, je peux pas m'empêcher de faire un lien avec mes filles à moi qui sont un peu plus jeunes que tes enfants en tant que tels. Mais des fois, quand on responsabilise ou on donne une situation où est-ce qu'ils ont la chance de s'autonomiser, là, si on peut utiliser ce mot-là, mais on est quand même surpris positivement du résultat. Oui. Puis c'est là qu'il y a cet exemple-là. Bien, ça les responsabilise. Puis quand tu donnes une responsabilité, les gens sont comme, OK, là, ils sortent un peu de chest, puis d'un coup, comme ils prennent charge. Puis après ça aussi, leur intelligence sportive se développe. Ce qui fait qu'après ça, quand ils vont être sur le terrain, bien, ils vont probablement prendre des meilleures décisions comme athlètes ou ils vont réagir plus rapidement au signal de l'arbitre au troisième but parce qu'ils ont déjà en quelques fractions de secondes, ils avaient déjà commencé à comprendre que c'était peut-être ça la décision à prendre. Absolument. Ah, mais super, puis c'est vraiment intéressant. Puis on va faire du coq à l'âne un petit peu dans différentes conversations. Puis on va revenir là-dessus un petit peu tantôt. Mais je t'envoyerai la balle tout de suite, Francis. C'est comme ça fait combien de temps que tu es rentré officiellement en poste comme directeur général de la Fédération? Presque 4 ans. Presque 4 ans. Puis je pensais lancer le bal parce que, comme, même si ça fait, on va dire, juste 4 ans, tu sais, comparativement à Maxime, ça fait un petit peu plus longtemps. Maxime, ça fait combien de temps? Déjà 10 ans. Déjà 10 ans. Comme, tu as quand même brassé les choses positivement dans plusieurs domaines. Puis moi, je serais curieux de savoir, toi, là, de quand tu es arrivé en poste, puis on a commencé, je pense, à se parler quasiment au départ, justement, quand tu es rentré en poste, à aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé, soit au niveau de la fédération et ou dans le sport au Québec, selon ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce que tu as observé? Bien, si je peux parler au niveau de la fédération, pour commencer, un des constats que fait mon directeur technique, là, Nicolas Zazeri, c'est que dans les dernières années, la fédération est redevenue attractive pour sa communauté. C'est-à-dire, je dois donner un exemple très précis, les équipes du Québec. Quand je suis arrivé, les programmes des équipes du Québec n'étaient vraiment pas intéressants. Les athlètes n'étaient pas intéressés. Catherine Savard, Marie-Sophie Harvey, on les avait rencontrés quand je suis arrivé, puis ils disaient comme, on n'a aucun intérêt à aller sur les équipes du Québec, c'est vraiment pas intéressant. Les coachs, on n'offrait pas un produit intéressant. Fait qu'on a vraiment changé notre approche. On a rendu nos programmes intéressants, mais il y a du gear, il y a des entraîneurs vraiment de pointe, il y a une équipe de soutien intégré qu'on a placée autour. Donc, on a rendu ça prestigieux d'être sur l'équipe, puis les jeunes qui viennent retournent dans leur club puis sont fiers maintenant de le faire. Donc, et cette transformation-là, on en prend conscience quand on fait des activités communes, soit avec l'Ontario, ou l'Ontario va dans des activités au Québec, puis ils regardent ce qu'on fait, puis ils disent comme hey, nous, on est incapable de recruter un entraîneur pour venir sur les études du Québec, à un tel point que c'est le DG de la Fédé qui a coaché l'équipe ontarienne quand ils sont venus au Québec la dernière fois. Donc, ils sont vraiment comme OK, qu'est-ce que vous avez changé? Puis, tu sais, on n'a pas encore des résultats
Comme on n'a pas plus d'athlètes que l'Ontario pour le moment sur les équipes nationales. On ne sait pas si on va finir en avant de l'Ontario au Jeux du Canada. Sûrement pas. Mais il y a eu un déclic qui s'est fait, il y a une transformation qui s'est faite à un tel point qu'il y a un entraîneur qui n'a pas été sélectionné récemment qui nous a appelés puis il a dit « Pourquoi que je ne suis pas sur l'équipe? » Il méritait tout à fait sa place. Mais maintenant, comme on est rendu un programme attractif, tout le monde veut être là. Puis pour nous, c'est positif que quelqu'un nous appelle puis à la limite nous dise qu'il n'est pas content de ne pas être sur l'équipe. Ben oui. Fait que cette transformation-là qui va amener des résultats, souhaitons-le, sportifs plus tard, c'est cette image positive qu'on dégage. Puis cette image positive-là, si je retourne un peu dans le passé, 2019, aucun athlète du Québec sur les équipes nationales au championnat du monde, ni junior ni senior. Comme le creux de vague, là, si vous cherchez sur le web, c'est clairement le titre des articles, le creux de vague de la natation québécoise 2019, Wake Up Call. On se réveille en septembre, Nicolas Zazeri, qui était déjà directeur technique, arrive au congrès, puis là, fait un constat très détaillé des enjeux de la natation québécoise. Puis présente ça aux entraîneurs. Comme, voici pourquoi que ça marche pas, puis voici les enjeux, puis avec des résultats puis des chiffres. Ça n'avait jamais été vraiment étudié de cette façon-là. Le directeur de performance, John Atkinson, est aussi à notre congrès en disant il y a quelque chose au Québec, là, il faut qu'il y ait des choses qui changent. La pandémie arrive, fait que là, comme d'autres enjeux. Mais quand j'ai été embauché en 2021, c'était un peu ça. On m'a donné une mission. Comme, à la limite, sors-nous du creux de vague. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du creux de vague? Fait que j'ai vraiment embrassé cette mission-là, puis t'as été un élément central là-dedans. C'est-à-dire que dans mon entrevue d'embauche, j'ai dit OK, il faut se benchmarker. Comme j'avais vu le rapport que Better Sport à l'époque avait fait pour baseball. Je parlais avec Maxime, j'étais comme OK, c'est un peu ça c'est ça qu'il faut faire. Fait que j'en avais présenté à mon entrevue. Puis quand je suis arrivé, c'est là qu'on se parlait. Je disais OK, comme on peut avoir un mandat pareil, là. On va sortir l'argent, puis on va faire cette étude-là. Puis tu es embarqué là-dedans à 100%, tu as recruté des gens compétents pour t'accompagner là-dedans. Puis, quand tu parlais des comportements d'innovateurs, on s'est mis complètement, j'allais dire à nu, là, mais on s'est remis en doute. On n'a pas parti avec des a priori, puis on a dit, allons chercher des gens de l'extérieur pour venir étudier notre sport, puis nous dire, OK, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui se fait de bien à l'extérieur? Qu'est-ce que la science dit? C'est quoi vos recommandations? Puis évidemment, il y a eu de la co-construction à travers tout ce processus-là, mais ça a vraiment permis de jeter un regard neuf sur le sport. Puis le sport, en général, au-delà de la natation, qui est un milieu assez conservateur, qui est un milieu qui a de la difficulté à se remettre en question, à se mettre en doute, à faire, une auto-réflexion ou une introspection. Là, nous, on a dit comme, non, on ouvre nos livres, là. Il faut changer des choses. Il faut partir sur une autre tangente avec 150 recommandations qui allaient dans toutes les directions, justement. Puis pour réussir à faire ça, oui, il y a eu moi qui est arrivé avec une énergie. Je viens pas de la natation, je viens d'un autre milieu. Je suis un athlète de water polo. J'ai travaillé avec le parasport pendant 5 ans. Donc, j'arrive avec une vision différente ou même, au début, peu de vision. Là, je me disais comme, OK, il faut changer les choses. Il faut utiliser la science à notre avantage. Mais j'avais un directeur technique. Je vais parler souvent de Nicolas, là, mais parce que c'est l'élément central dans cette transformation-là de la Fédé. Puis pour moi, qui ne vient pas du sport, le binôme le plus important dans l'ensemble de la fédération, c'est le directeur général puis le directeur technique. Si on a une connexion entre nous deux, puis qu'on peut être créatif, puis que j'y fais confiance, puis qu'on le sait qu'on va dans la même direction, comme sky's the limit. Si la relation entre les deux est pas bonne, surtout moi Maxime, il provient du baseball. À la limite, pour être directeur technique, à un certain point. Mais on pourrait parler de Sylvain Saint-Don qui joue un rôle crucial à ce qui se passe à la Fédération de baseball, l'équivalent. Puis moi, ce que j'entends là-dedans, c'est tu as besoin de l'expertise sportive. Puis si tu veux, de ce que je comprends, si tu vas avoir une influence et capable de bien diriger ton sport, il faut clairement que tu connaisses ton sport. Mais tu n'as pas besoin d'être le DG qui connaît le sport. Ça peut te prendre un DG qui va avoir une complémentarité administrative. Puis tu sais, ce que j'entends un peu de vos deux discours, puis ce que tu viens de dire souligne beaucoup à mes yeux, c'est oui, il y a le côté observé, mais il y a le côté questionner. Questionner ce qu'on se fait,
puis ce qu'on fait, puis de pas vouloir rester dans nos pantoufles, de vouloir faire les choses différemment. Puis quand tu parlais du coach tout à l'heure, qui était pas content de faire l'équipe du Québec, bien moi, ça me fait penser au joueur qui est sur le banc. Comme coach, là, si je mets un joueur sur le banc ou une joueuse sur le banc, je veux pas qu'elle soit contente d'être sur le banc. Comme, si tu es sur le banc, comme tu devrais pas être content, est-ce que tu devrais me chanter des bêtises puis chialer après moi? Non. Tu as le droit de poser des questions, je te donne la rétroaction, je t'explique la situation. C'était super compétitif, il y avait 10 personnes pour 2 postes, par exemple, dans ce cas-là. Puis t'es sur le banc, puis t'es pas content, ben c'est correct, comme je veux ça. On veut pas des gens qui sont complaisants puis qui sont comme contents d'être là-dessus. T'sais. Fait que t'allais renchérir. Oui, mais j'allais compléter, sur, dans le fond, l'élément central de votre rapport, puis de ce qui est devenu comme la colonne de ce qui s'en vient comme transformation. Parce que on est au début de la transformation. Là. En 4 ans, là, moi, je ne suis pas partisan de tout changer du jour au lendemain. Il faut quand même une acceptabilité sociale dans ce qu'on fait. Puis là, on le voit qu'avec les résultats de l'Équipe du Québec que j'ai parlé, comme le travail de fond qu'on a fait apporte des transformations. Fait que, si on avait du jour au lendemain tout changé sans avoir une adhésion, ça n'aurait pas tant fonctionné. Donc, ce que j'arrivais, c'est une de vos principales recommandations, duquel découle tout le reste, c'est le modèle de développement de l'athlète. Puis pourquoi que je veux en parler? Parce que en ce moment, soyons francs, à la natation, on a fait un modèle, mais c'est un document un peu vide. Il n'y a pas eu de réflexion. C'était comment qu'on développe nos athlètes au Québec pour essayer d'en faire des athlètes performants ou juste des athlètes qui veulent rester dans le sport pour la vie. On n'a pas ça. Donc, nous, on a complètement délégué ça aux clubs puis aux entraîneurs. Historiquement, c'était peut-être ça la bonne solution. Mais clairement, 2019 nous a démontré que la recette ne marche plus. Il faut la changer. Puis ces recommandations-là autour de retravailler un modèle de développement de l'athlète qui a amené ce qu'on appelle les projets synergiques, là, donc qui est un programme de subvention que le ministère a dit, bien, les Fédés, on veut que vous investissiez en sciences, puis vous allez travailler avec l'INS puis les universités pour améliorer des choses dans votre sport. Puis Maxime a fait des super beaux projets, là, ça a été médiatisé. Mais là, nous, ce programme-là, on est en train de vraiment développer comment on va développer nos athlètes au Québec. Puis c'est avec ça qu'on va pouvoir se tourner vers notre communauté puis d'accompagner la formation de nos entraîneurs. T'sais, comme on parle beaucoup, comment complémenter le PNCE, puis comment aller au-delà du PNCE. Bon, ben ça, je pense que ça va être notre base pour aller au-delà du PNCE en termes techniques, puis d'aller dire, OK, au Québec, voici la sauce ou la recette là, avec laquelle on souhaite donner un cadre de développement de nos athlètes à partir de, je sais pas, à peu près 8-10 ans jusqu'à montant. Puis, fait que toute cette approche-là, donc, on est parti d'une situation sur laquelle les gens surfaient sur une vague plus ou moins de succès, gros échec 2019, remise en question post-pandémie. On fait rentrer des experts qui nous recommandent de vraiment changer notre philosophie. On fait de la recherche pour changer. Mais tout ce processus-là que je te décris, là, pour moi, là, c'est de l'innovation. Quand je me retourne vers l'ensemble des fédérations, puis des fois, je peux être un peu critique, mais les choses, on se professionnalise beaucoup, puis les choses changent beaucoup. Mais quand je regarde ce dynamisme-là qu'on est en train d'instaurer, comme j'ai pas l'impression qu'on est 68 fédés à faire ça nécessairement, puis qu'à se remettre constamment en question. Puis moi, je me remets tellement en question que je me dis, OK, c'est quoi les prochains, dans 5 ans, où ce qu'il faut être? Je peux pas dire comme là, on s'améliore. OK, on va surfer sur cette vague-là, puis on va attendre les résultats, voir si ça va arriver. On peut pas faire ça non plus. Ouais. Puis Max, je vais te donner la chance de rebondir là-dessus parce que je te vois prendre plein de notes, puis je suis comme un peu... je suis curieux de savoir tout ça. Mais tu sais, tu dis que tu es critique, puis la seule défense que je vais faire, c'est que je pense que c'est correct d'être critique si tu fournis des solutions, puis tu es en mode action. Parce que, tu sais, comme quand je le faisais dans l'évaluation des athlètes, je mettais tout le temps un côté positivisme. Puis là, je me rappelle encore d'un linebacker de 6 pieds 4, 240 livres, qui a toute la stature que vous pouvez imaginer qu'un secondaire de ligne a au football. Puis qui me disait, mais coach, là, c'est pas tout le temps rose, là, puis je veux pas qu'on voit tout le temps les éléphants roses. Je suis bien d'accord avec toi. Mon but, c'est pas que tu vois tout le temps les affaires roses. Mon but, c'est que, OK, si tu chiales, c'est quoi la solution que tu fournis? Ou si tu vois des bons coups, dis-le. Pour moi, c'est ça, être positif. Puis je pense que si on critique puis qu'on amène des solutions, bien, justement, là, on est capable de faire ça. Puis je pense, puis justement, tu sais, ce matin, j'écoutais un livre sur le stoïcisme parce que ça me fait réfléchir, puis des fois, ça manque un petit peu, tu sais. Puis il disait comme, arrêtons de débattre, faisons. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu es en train de débattre, tu n'es pas en train de faire. Fait que when you're debating, you're not doing. Puis je pense que des fois, on critique, on critique,
mais on n'est pas en train de faire. Mais si tu critiques, puis que ça t'amène à dire, OK, comment est-ce qu'on va faire les choses différemment? C'est quoi les expérimentations qu'on va faire? C'est quoi les initiatives qu'on va lancer? À qui je vais parler pour essayer de faire changer les choses? Bien là, je pense que tu n'es pas en train de juste débattre pour débattre. Tu es en train de débattre pour éventuellement faire des choses. T'sais. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est de dire comment qu'on peut s'influencer entre nous. Ben oui. Puis on est très compétitifs. Là. C'est ça le sport, puis c'est correct. Nous, là, comme la compétitivité, c'est bien. Là. Quand je lis Radio-Canada, puis la presse, puis je vois baseball tout le temps, ça vient me chercher. Je me dis, pourquoi c'est pas la natation? Puis pourtant, j'en fais des démarches aussi. Mais je me dis... Rivals. Oui, ben c'est ça, exactement. Fait que je m'inspire de ce qui peut se faire dans d'autres fédés. Je me suis inspiré de ce que baseball avait fait pour tirer vers le haut notre fédé. Ben, s'il y en a d'autres fédés qui disent, OK, ce qu'ils font, là, c'est vraiment le coup, mais je vais en profiter pour me tirer vers le haut, c'est ça l'objectif, là, finalement, de ce que je veux dire. Oui, bien, les notes que je prenais autour de ça, je voulais amener aussi une nuance sur une des raisons pourquoi je pense que c'est difficile pour la société, le monde des fédérations, de rester dans l'innovation, c'est que remettre tout en question tout le temps avec l'idée d'être meilleur, de mieux faire, c'est usant aussi. Mm-hmm. C'est usant parce que à un certain moment, les gens ont besoin de stabilité, les gens ont besoin de prévisibilité. Et là, quand tu es tout le temps dans... Ouais, c'est quoi? Peut-être qu'on pourrait faire encore un peu mieux. Tu es toujours en train d'aller repousser la limite un petit peu plus loin au lieu de venir t'asseoir dans le divan pendant un petit bout. Puis tu sais, des fois, là, on parle pas de s'asseoir avec ses pantoufles puis de dire on va le faire comme dans le temps, puis tu sais, même si c'est bon ou pas bon, des fois, tu la trouves la bonne recette, puis tu sais, tu dis hey, mon gâteau carotte, il est vraiment bon. J'ai-tu vraiment besoin d'aller rajouter quelque chose de plus ou je peux m'en contenter, tu sais? Et de toujours vouloir aller en chercher un plus, puis améliorer, bien, c'est ça. Ça peut créer un environnement aussi qui est quand même usant parce que ça donne moins de repos. Psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Fait que je voulais juste amener cette note-là parce que moi aussi, je suis toujours axé là-dessus, mais je le vois aussi que mon équipe, des fois, elle peut être genre « Hey, peux-tu prendre un break? Ça va bien, là. Pourquoi qu'on repousse encore ou pourquoi qu'on remet tout ça en question, là? On a des bons résultats, là. Oui, mais... Fait que, tu sais, il y a ça qu'il faut prendre en considération aussi dans le dosage. Bien, fait que justement, c'est quoi le bon dosage? Puis comment tu fais pour le trouver, le bon dosage? Ou quels sont les signes, en fait, que toi, tu as peut-être reçus, justement, puis tu dis « OK, là, on est peut-être rendu à avoir trop poussé. » Oui, je pense que j'ai pas encore la recette parfaite. Non, mais sans farce, il faut que tu partes des bonnes valeurs puis il faut que tu aies des principes directeurs. T'sais. Comme nous, à Baseball Québec, un principe directeur, c'est qu'il faut mettre le jeune au centre de nos décisions. Si ce qu'on veut pousser ou l'idée qu'on pourrait avoir ou une modification qu'on veut apporter vient créer ça, le fait que l'expérience du jeune va être meilleure, ben on va avoir tendance à vouloir aller de l'avant. Par contre, maintenant, ce qu'on ne faisait pas avant, puis ce qui fait que probablement on est peut-être, nous autres, l'équipe un peu plus fatiguée, justement, parce qu'on a tellement été dans l'innovation dans les 5, 6, 7 dernières années. Maintenant, on s'est quand même fait une petite matrice, là, une matrice qui nous permet d'évaluer là, l'impact que les décisions ou les gestes qu'on va faire vont avoir versus l'effort que ça va demander, autant aux employés qu'à la fédération. Parce que là, on peut parler de l'effort des employés pour mettre en place des programmes, mais après ça, pour l'implanter dans la communauté, puis tout ce que ça va générer dans notre communauté à travers nos clubs, nos associations de baseball. Fait qu'on essaie de créer un dosage, de rentrer un petit peu de... moi, je l'appelle un petit peu mon modéball à moi, là, où est-ce qu'on rentre des stats pour essayer d'évaluer la pertinence de le faire, même si c'est une idée qui est exceptionnelle, mais de voir les angles morts avec ça. Puis, ce que tu dis là, ça me fait penser à un chapitre de livre que j'ai co-rédigé avec 2 auteurs, un de l'Angleterre, un de l'Australie-Irlande là, et tout ça, qui travaillent aussi avec des entraîneurs de différents niveaux, plus au niveau élite en tant que tel. On parle de la distinction entre la créativité et l'innovation. Puis une des choses qui ressort dans les articles qu'on a revus par rapport à la créativité voulant dire générer des idées, c'est qu'il faut la périodiser, la créativité. Puis je pense que c'est un article de... 2020, avec un chercheur du Danemark qui a travaillé avec un coach de soccer professionnel au Danemark, justement. Puis il dit que comment est-ce que, des fois dans l'année, là, comme c'est pas un bon moment d'être créatif, puis c'est pas le temps d'inventer une nouvelle stratégie ou d'inventer un drill funky. Le lien avec ce que tu viens de dire là, c'est que probablement qu'il y a des périodes dans l'année où est-ce que là, c'est le temps de challenger les choses, c'est le temps de proposer des nouvelles idées. Mais là aussi, il faut faire la distinction entre la créativité et l'innovation. Nous, la distinction qu'on fait dans le chapitre, c'est que la créativité, c'est générer des idées, puis que l'innovation, c'est quand l'idée, elle a été adoptée un peu par les personnes à qui l'idée est destinée. Fait que pense à l'innovation, que c'est une idée, dans le fond, qui a été adoptée par les gens. Bien, si on pense à ça,
je pense qu'en tant que directeur d'une fédération, même directeur d'un club, coach, il faut se poser cette question-là. Dire, OK, quand est-ce que c'est un bon moment dans mon cycle? Peut-être que c'est un cycle quadriennal si on est plus en lien avec les Olympiques. Peut-être que c'est un cycle annuel si on est plus en lien avec le sport professionnel. Mais de se dire, OK, quand est-ce qu'on est vraiment en mode on génère des idées? Puis là, après ça, on part avec nos idées, on regarde lesquelles qui vont peut-être avoir de l'attraction dans la communauté. Puis là, pendant 3 mois, on prend ça là. C'est parce que justement, si on prend l'exemple du voyage au Japon, je pense pas que tu peux faire des voyages au Japon à tous les 3 mois. Puis est-ce que si tu fais ça à chaque année non plus, c'est onéreux, mais deuxièmement, ça va perdre un peu de sa fraîcheur. Puis peut-être qu'on est mieux d'aller ailleurs, puis j'ai juste le mot staggered, là, mais tu sais, d'intercaler probablement les différentes initiatives qu'on va mettre de l'avant, tu sais. Je sais pas si tu avais quelque chose à renchérir, Francis, tout à l'heure. Non, mais quand tu parlais de ton équipe à la Fédé puis que les gens peuvent être essoufflés, effectivement, là, tu sais, c'est tous ces cycles de changement-là ou les changements perpétuels, finalement, ou est-ce que c'est pas un long fleuve tranquille ou est-ce que tu n'as pas le temps souvent de te poser, finalement, parce que la charge est importante. Mais c'est là où est-ce que, choisir les bonnes personnes avec qui qu'on peut travailler est super important. Tu sais, le profil des gens qui peuvent venir travailler à la Fédé puis qui sont prêts à prendre cette charge de travail puis ce rythme-là est super important. Fait que, tu sais, tout le team building qu'on va faire, comment les valeurs sont véhiculées au sein de l'équipe, comment cette équipe-là transmet les valeurs dans la communauté. Fait que, on n'est pas... clairement pas, en tout cas, dans notre contexte, on n'est pas dans un milieu où ce que tu fais du 9 à 5 puis que tu sais ce que tu vas faire dans ta journée. Moi, mes journées, comme ils ne ressemblent jamais à ce que j'avais planifié souvent. Puis il faut que je trouve d'autres temps pour faire ce qui est nécessaire. T'sais. Fait que ça, c'est exténuant. Puis je le vois, on le voit, on a eu comme de la rotation d'employés. C'est pas tout le monde capable de supporter ce rythme-là. C'est difficile de trouver les bonnes personnes. Mais quand on les trouve, là, c'est souvent la perle rare, puis c'est eux qui vont te permettre d'aller ailleurs. T'sais. Fait que être capable de bâtir cette équipe-là, puis d'avoir la philosophie partagée au sein de l'équipe, c'est vraiment un enjeu important. Tu mets l'accent sur la diade tantôt, comme entre le directeur technique et le directeur général, alors là, qu'il y aura une complémentarité, mais que cette diade-là, là, je viens de penser à ça, elle est seulement potentialisée si tu as l'équipe qui a le dévouement et les compétences et la complémentarité alentour de cette diade-là. Parce que tu as beau avoir la belle diade qui a les belles idées puis la belle chimie, mais si tu n'as pas l'équipe qui peut potentialiser le tout, comme ça se passera pas. T'sais, puis gênez-vous pas à renchérir. Puis en fait, ce que tu me dis là, ça m'amène à penser un peu à l'épisode parce qu'un des mandats là, que je vous avais donné en préparation, c'est que, je sais que vous avez écouté beaucoup d'épisodes du podcast. Merci pour ça. Mais 2, c'était de réécouter ou de choisir peut-être certains épisodes qui vous ont marqué justement dans la dernière saison. Vas-y. Juste me permettre, on a parlé un peu au début, tu sais, comme comment que le podcast Temps d'arrêt a vraiment influencé. Tu sais, quand tu as commencé à faire cette balado-là, semaine après semaine, je découvrais des gens au Québec qui travaillent, qui font de la recherche, qui s'impliquent dans le sport puis que je ne connaissais pas du tout. Puis pourtant, j'étais DG de Fédé depuis déjà plus de 5 ans. Fait que je me dis, OK, il y a une richesse au Québec, c'est fou, que je connaissais pas du tout, sur lequel ça m'ouvre les yeux. Fait que ça a été comme mon premier constat de temps d'arrêt dans les débuts. Puis quand je suis arrivé à la natation puis qu'on commençait à travailler, OK, comment qu'on peut se projeter en avant? Puis là, je t'écoutais dans mes oreilles le matin, je marchais au bureau. Là, j'arrivais, puis là, je m'assoyais avec Nicolas, puis je disais, hey, je viens d'écouter ça, là. Comment ça peut s'appliquer dans notre milieu? Parce que, bon, ça tournait beaucoup autour du sport d'équipe, puis c'est correct, là, c'est ça le Québec. C'est mon biais personnel. Non, c'est mon biais personnel. On peut dire ça. C'est le biais de l'animateur. Puis, fait que là, j'étais comme, OK, il a parlé de ce concept-là, il a parlé de ça. Comment ça peut s'appliquer dans un contexte de sport individuel ou à la natation? T'sais? Puis des fois, c'était une conversation qui menait peut-être à rien, puis ça changeait rien. Mais on avait une conversation, on essayait de réfléchir à des trucs. Puis, des fois, je dis, on sème des graines, là, puis peut-être qu'on a une idée comme des mois plus tard, puis que c'était basé là-dessus. Mais cette richesse-là, pour vrai, comme ton balado a vraiment une influence, ou du moins nous a influencé dans nos processus, puis continue à le faire, parce que je t'écoute encore régulièrement. Mais tu sais, c'est important que les gens prennent conscience que Temps d'arrêt a une importance dans le milieu sportif québécois. Là. Bien, merci de ce compliment-là. Puis c'est un peu ça le but, tu sais, de semer des graines puis d'amener les gens à voir les choses différemment. Puis des fois, il y a des idées qui vont pas s'accrocher, comme quand il y a eu la suggestion dans l'épisode 90 que le sport, les sports-études ou l'école devrait commencer à 10 heures. Je sais que ça l'a choqué beaucoup de monde, puis j'ai reçu des messages de comme « Oh non, ça se fera pas, ça se fera pas, ça se fera pas ». Bien, je pense qu'il faudrait peut-être être plus ouvert d'esprit par rapport à ça, numéro 1. Mais 2, c'est comme, il faut en parler. Puis si on est capable de le faire, bien, tant mieux. Puis des fois, ce sera pas toutes les idées qui vont passer, qui vont se réaliser, puis c'est correct comme ça aussi. Fait que, merci. Puis, en fait, ça me déstabilise un petit peu parce que je voulais aller dans le côté de la gouvernance. Mais en fait, moi aussi, puis une affaire qui m'a beaucoup surpris depuis le début, c'est justement
à quel point il y a de l'expertise au Québec. Quand je pense, puis pour moi, là, la révélation de ça, c'est François Gagné, je pense, je vais dire épisode 95, je pense. François Gagné, sur lequel ils l'ont pas écouté. Si vous avez des enfants, allez voir ça. C'est un monsieur qui avait 82 ans à l'époque. Je le salue. Si je peux être lucide comme lui à 82 ans, je vais le prendre dès demain. Puis cette personne-là, sur la douance et le talent, puis cette personne-là, en bout de ligne, elle a inventé le mot douance en 1980. Puis ce que j'ai découvert en faisant ma préparation pour le podcast, c'est que il y a des gens en Australie là, que pour eux, dans le système d'éducation, là, comme l'équivalent du ministère de l'Éducation en Australie, ils vénèrent les recherches de ce gars-là. Tu pouvais voir les présentations YouTube là, de ce chercheur-là, puis tu avais juste les administrateurs australiens qui expliquaient comment est-ce qu'ils se basaient entièrement sur son modèle pour créer le système d'éducation. Puis t'es comme... C'est une personne qu'on n'a jamais entendu parler, qui a un impact international, tu sais, puis qu'elle est au Québec chez nous, tu sais. Oui, on voit ça souvent, puis je sais pas, tu pourras mieux le savoir que moi, Frank, s'il y a des recherches qui sont faites là-dessus, mais on a souvent de la difficulté à voir ce qui est près de nous, puis de voir le talent qui est près de nous. Tu sais, moi, dans notre milieu, je pense à André Lachance. André Lachance qui maintenant travaille au Cirque du Soleil à un certain point. Je suis comme, comment ça se fait qu'il n'est pas dans notre système sportif? André est une renommée à l'international, donne des conférences partout dans le monde, mais quand on vient au Québec, c'est comme un parmi tant d'autres. En écoutant, en effet, ton podcast, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde comme ça. Puis, à partir du moment où tu es quelqu'un qui est extrêmement curieux, ben là, c'est là que tu te remets la question, puis tu te dis, OK, ben ouais, on peut-tu l'amener chez nous? Ça, on peut-tu l'amener chez nous? Mais là, c'est parce que il y en a beaucoup d'affaires à checker en même temps. Là. Ben oui. Puis tu sais, quand le monde ils disent « nul n'est prophète dans son pays », tu sais, c'est un peu cette expression-là. Puis je trouve ça un peu poche, dans un sens, tu sais. Puis l'exemple que tu donnes avec André, comme le comité olympique, je vais dire norvégien, le fait venir peut-être 2-3 fois par année pour revoir la structure de compétition. Puis je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est des choses qu'il m'a partagé des exemples dans les conversations privées. Mais tu sais, son mandat, c'est d'amener chacune des fédérations à challenger la façon dont ils structurent le système de compétition. Oui. Mais comme quand est-ce qu'on va voir ce genre de challenge-là qui va être fait, un, au Québec, puis 2 après ça dans le reste du pays. Tu sais. Puis être capable d'entendre de se faire challenger, parce que des fois, une claque d'en face, là, ça peut faire mal. Puis je vais continuer dans ce sens-là parce que André, cette histoire-là me fascine encore, donne une conférence à un certain moment, peut-être 15-20 ans, à Cuba. C'est Michel Laplante, l'ancien président des Capitales, qui m'a ramené cette situation-là parce que Michel est là-bas pour négocier avec Cuba, justement pour ses joueurs cubains avec les Capitales. Et André a une présentation à faire et expliquer un petit peu qu'est-ce qui est à faire pour que l'équipe nationale de baseball cubaine reprenne sa place au niveau mondial. Et André, pas gêné devant des centaines et des centaines de personnes, il dit « Vous faites plus peur à personne? » Fait que là, les gens sont tous un peu vexés parce qu'il faut savoir que Cuba arrivait dans des compétitions internationales habillé en rouge au complet. Donc, les pantalons rouges, le top rouge, la casquette rouge, c'était intimidant, ça faisait peur. Puis André leur dit tout simplement, vous ne faites plus peur à personne. Maintenant, vous voulez avoir le même style, le style nord-américain, les belles casquettes, les beaux coudes, les ci, les ça. Il n'y a plus personne qui a peur de vous sur la planète Terre. Hey, de dire ça devant Raúl Castro, puis tout ce monde-là, Michel me disait, mon Dieu, je peux pas croire qu'André Lachance, tout petit en avant, avait été dire ça, mais c'est quelqu'un qui a cette facilité-là à aller challenger le statu quo, mais toujours pour les bonnes raisons, en se disant, il y a quelque chose derrière ça qui va améliorer le système. Puis c'est là qu'en tant qu'organisation sportive, il y a un livre qui est sorti par rapport à ça récemment, le livre Centennials. C'est une étude, en fait, qui a été faite. En fait, c'est des auteurs qui ont fait une étude, je ne sais pas à quel point elle est scientifique, elle est rigoureuse, mais je ne sais pas si c'est dans une université ou pas, sur des organisations qui ont du succès ou qui ont réussi à bien performer à travers 100 ans, tu sais. Puis la mention qu'ils font là-dedans, c'est que tu as besoin d'avoir des adolescents dans ton organisation. Puis des adolescents, on le sait, ben là, moi, je ne sais pas encore, peut-être que tu sais plus que moi, Maxime, de ce que je me rappelle, les adolescents et les adolescentes, ben comme, vont venir challenger les règles, vont venir un peu challenger les mœurs. Oui. Puis le point avec ça, c'est qu'André, dans cette position-là, à Cuba, c'est un peu l'adolescent qui va faire comme, ben voici un peu la réalité. Ouais. Comme vous le voyez pas vous-même, ben, hey, Pat, tu sais, comme, t'as l'air de ça, puis tu t'en rends pas compte. Genre, comme, exactement. C'est un peu ça. Puis je pense que, puis c'est un peu ça qu'on a fait un peu avec le rapport, puis le mandat de recherche. Puis moi, ce que j'essaie de faire, justement, avec les coachs, quand je travaille avec eux autres, c'est de dire, non, attends un peu, moi, je suis pas là pour te dire exactement ce que tu veux, je suis là pour te challenger, puis commencer à voir un peu les choses différemment, tu sais. Oui. Puis justement, dans les choses qui nous amènent à voir les choses différemment, bon, tu as mentionné le podcast, les épisodes, c'est un peu le mandat en préparation d'aujourd'hui, même si je me rends compte qu'on aurait pu ne pas se donner de mandat puis on aurait eu en masse de choses à parler quand même. Je te renvoyerais peut-être la balle un peu, Francis, comme dans la dernière saison ou dans les derniers, là, depuis l'épisode 117, lequel épisode t'a
marqué? C'est quoi un des faits saillants? Qu'est-ce que tu as retenu d'un des épisodes là, de la dernière saison? Oui, bien, il y a eu l'épisode avec Milena Parent sur la gouvernance, parce que c'est vraiment un sujet, moi, que je trouve super important. Fait que le fait de faire un épisode sur la gouvernance, ben, pas spécifiquement, puis c'est sûr qu'on parlait de gouvernance de très grandes organisations. On a divergé juste un petit peu. Oui, ben, l'écriture, puis tout ça, je l'ai réécouté récemment, puis c'était super intéressant. Mais il reste que c'est tellement un enjeu important, puis elle parlait, tu sais, de le rôle de fiduciaire des administrateurs sur les clubs. T'sais. Puis elle disait, moi, quand j'étais coach de patin, j'ai aussi été sur les conseils d'administration de clubs de patin, puis la gestion des conflits d'intérêts, c'était problématique. Puis comment, finalement, faire en sorte qu'on travaille sur le développement du sport plutôt que juste sur comme la gestion des conflits d'intérêts, puis tout ça. Et c'est patent dans le sport québécois, comme de voir à quel point la gouvernance... on a fait une grosse réforme des gouvernances des fédés, fait que ça s'améliore. Je pense que la prochaine étape, c'est la gouvernance des clubs. Il y a des fédés qui ont été des novatrices ou qui ont pris les devants, je pense au soccer, entre autres. Mais moi, ça m'inspire beaucoup. Puis quand on parle d'enjeux d'intégrité, de relations employé-employeur, là, tu as des parents bénévoles avec plein de bonne volonté qui viennent puis qui se ramassent avec comme une entreprise à gérer finalement, mais une entreprise OBNL qui s'inscrit dans un système sportif qui peut être complexe. Ça peut prendre du temps. Là. Tout ça en essayant de changer les valeurs et tout ça. Donc moi, cet épisode-là sur la gouvernance, ça m'a réitéré le fait que c'est un enjeu important, qu'il faut continuer à travailler sur ça. Puis oui, le sport, c'est technique, le sport, c'est la passion, le sport, c'est comme plein de choses intéressantes, mais à la base, si le conseil d'administration ne marche pas du club, ben le club ne peut pas bien fonctionner. Si la relation entre l'entraîneur et son conseil d'administration n'est pas bonne, personne ne va réussir à me convaincre qu'il peut arriver dans un bon état d'esprit sur le bord de la piscine ou sur le bord du terrain, puis d'avoir comme la meilleure façon d'approcher les jeunes, puis de les impliquer, puis qui va être le meilleur coach. T'sais. Fait que tout ça, toute la façon qu'on peut développer nos athlètes, je pense que tout ce qui est à l'arrière-scène comme ça, comme la gouvernance, c'est super important. Puis cet épisode-là me remettait ça de l'avant. Là. Puis je vais te renvoyer un peu la base sur un peu comme c'est quoi les éléments clés que tu as retenus puis je pense qu'il faut mettre en pratique ou considérer davantage. Mais tu sais, il y a un de mes amis, collègues, connaissances, je sais pas à quel niveau on se situe, là, on est proche, mais pas si proche que ça non plus, je vais pas faire des fausses croyances, qui est un conseiller politique de haut niveau. Puis à un moment donné, je parlais d'une situation qui me frustrait royalement dans mon quartier au niveau politique. Puis il me dit, ben, tu sais, François, hein, c'est comme ça dans la vie. C'est comme tout le monde pense que la politique sert à rien jusqu'à temps que leur projet avance pas. Puis le lien que je fais avec ça, c'est que tout le monde pense que le conseil d'administration, ça sert à rien jusqu'à temps que tes projets avancent pas puis que les choses changent pas. Mais en bout de ligne, ton conseil d'administration, ta gouvernance, ta direction, ça a un impact sur le fait que les projets avancent ou non. Puis c'est là que, oui, c'est comme on en parlait, soit en pré-conversation, je sais plus trop depuis qu'on jase depuis tantôt, mais c'est comme, OK, c'est beau chialer, mais ces personnes-là, on doit aussi les soutenir parce que ces personnes-là ont un rôle clé dans les projets et dans les changements qu'on voudrait voir. Fait que si on fait juste chialer après ça, mais on se ramasse pas avec les gens qui vont avoir le pouvoir et le goût et l'énergie et les compétences pour justement faire changer les choses. T'sais. Tout à fait. Fait que là, tu as renvoyé un peu les choses. C'est quoi peut-être les éléments clés à retenir? Tu penses que toi, en tant que DG de fédération, on écoute l'épisode de Milena Parent comme il faut mettre ça dans notre baluchon puis toujours l'amener avec nous. Oui. Bien, elle a parlé de se former en gouvernance. Elle a parlé de documenter ce qu'on fait. Moi, c'est ces deux éléments-là. Tu peux pas dire, OK, j'arrive sur le conseil d'administration d'un club en disant que j'ai pas une volonté de me former pour être un meilleur administrateur. On s'attend à des entraîneurs que c'est ça. Tu embauches un entraîneur, tu souhaites qu'il continue à se former pour devenir meilleur. Ouais. Je pense que l'administrateur devrait s'investir aussi cette mission-là. Au-delà qu'il y a une job à temps plein puis qu'il y a des enfants à gérer puis tout ça, comme il fait un choix délibéré de venir sur un conseil d'administration. Ça vient avec une volonté de s'investir un petit peu. Fait que je pense que cette volonté de se former puis de s'assurer que ce qu'on a devant nous, là, nos politiques, puis comme nos PV sont-ils à jour? Est-ce qu'on fait en sorte qu'on laisse des traces puis qu'on s'assure que ça soit bien géré? Évidemment, comme Fédé, moi, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans, que ce soit à travers des programmes de reconnaissance de clubs, des programmes de codes de gouvernance, complémentés de modèles de politique, puis d'accompagnement dans la formation, puis tout ça. Mais je pense que quelqu'un qui est sur un club, puis qui écoute ça, ou qui est même entraîneur-chef d'un club, puis qui écoute ça, il se dit, OK, ben on a aussi un rôle administratif, ou on a un rôle
de gestionnaire. Puis pour faire ce rôle-là, ben, ça va me demander des outils. Puis je pense que j'ai besoin d'aller chercher ces outils-là. Fait que c'est sûr que Milena était à très haut niveau. Là, puis comme tu as parlé du programme de formation du Comité olympique international, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Là. Une formation de 5 heures offerte ici au Québec de façon gratuite. Des fois, c'est la base pour commencer. Ben oui. Puis souvent, demander ça en ce moment, tu as l'impression de demander la lune à certaines personnes. Ouais. Puis, tu dis qu'on a pas besoin d'aller au niveau comme ça. Clairement que pour le conseil d'administration d'un club peut-être plus régional, on n'a pas besoin de faire ça. Peut-être que pour les fédérations, on a besoin, mais est-ce qu'on a une personne au Québec qui a été justement à MEMOS puis qui a cette formation-là, qui pourrait justement influencer? Parce que je sais qu'il y a des chercheurs québécois comme Benoît Séguin, qui a été mon superviseur de maîtrise, puis Milena Parent, qui a été sur mon comité de maîtrise, qui ont participé activement comme président au MEMOS, donc qui est le programme de formation en management du Comité international olympique. Mais on a-tu une personne au Québec qui a fait cette formation-là, justement? Je pense que j'en connais une, là, j'oublie son prénom, je ne sais pas, mais qui travaillait au Comité olympique canadien, qui là, elle a quitté le sport. Fait que, je pense qu'elle continue à être impliquée au niveau dans son club et tout ça, dans sa discipline sportive, mais qui en ce moment, son emploi n'est plus avec le comité. Donc, est-ce que moi, quand j'ai écouté, j'avais écrit à elle, j'ai dit comment moi je peux suivre cette formation-là, puis bon, là, j'ai compris que c'était quand même assez compliqué d'être sélectionné. Oui, c'est plus exclusif qu'on pense. Là. C'est facile à dire pour moi d'après ça. OK, allez, faut former. Non, c'est vraiment pas évident. Puis c'est pas toutes les années qu'il y a nécessairement des gens du Canada là, qui peuvent y aller. Mais moi, ça m'a tout de suite accroché. Puis je fais d'autres choses comme formation, puis je continue. Là, mais oui, je pense que c'est un élément important. Puis de soutenir cette gouvernance-là. Fait que ça, c'est un épisode qui m'a marqué. Autre chose qui m'a marqué dans les derniers épisodes... Bien, avant d'aller aux derniers épisodes, je reprendrais j'en donnerais peut-être la chance à Maxime de rebondir, puis je laisserais peut-être y aller avec son fait séant. Fait en un premier temps, rebondir sur ce que Francis vient de dire, puis après ça, on pourra enchaîner. Je pense que ce que tu as décrit du balado est assez complet, puis je pense que ça mérite d'être écouté, en effet. Où moi, je vais aller, c'est où est-ce que ça m'a amené à réfléchir. Parce qu'évidemment... Maintenant que je suis directeur général, maintenant je comprends c'est quoi la gouvernance, puis je comprends à quel point c'est important. Par contre, il faut qu'on se retourne de bord, puis après ça, on se dise, OK, sur le plancher des vaches, comment ça se fait, ça? Parce que la réalité, là, tu sais, puis quand on parlait tantôt de modèle de développement de l'athlète avec Francis, puis moi, je coach maintenant mes enfants, là, tu sais, dans le 11U, dans le 9U, puis dans le 7U, là, tu sais, on est dans le baseball communautaire, puis, tu sais, je me rends compte qu'il y a une sacrée grande partie de nos athlètes de baseball, là, qui sont là pour avoir du fun, s'amuser, puis qu'à chaque fois qu'ils sont sur le terrain, ils ne sont pas en train de faire des niaiseries ailleurs. Tu sais? Ouais. Fait que tout ça pour dire que faut se dire aussi les vraies affaires. On a des bénévoles qui prennent en charge des associations de baseball mineurs chez nous qui, je veux dire, tiennent une asso des fois de 500-600 joueurs à bras des airs parce que c'est eux qui sont responsables de commander les uniformes, c'est eux qui vont tout s'occuper du matériel, qui vont faire les horaires des parties, qui vont arriver en gymnase pour faire les sélections d'équipes, qui vont être en train de courir après des bénévoles pour coacher, puis qui vont probablement coacher en plus en même temps, puis qui vont être préfets de discipline dans la ligue. Donc, quand je parle puis je pense à la gouvernance, je me dis, c'est sûr, c'est hyper important, mais où c'est que je prends du temps dans ces gens-là? À quel moment je leur dis non, hey, laisse faire de coacher ton autre équipe avec ton enfant parce que tu as peut-être une formation sur la gouvernance. Puis quand je dis ça, je sais à quel point c'est important, là. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours cette réflexion-là et de dire qu'est-ce qui est applicable, c'est quoi les limites, c'est quoi la base qui est comme très nécessaire pour nos membres de suivre au niveau de la gouvernance, puis d'autres choses qui sont peut-être des nice to have qu'on ne sera pas capable de mettre en place parce qu'on le sait que leur temps est compté, là. Puis que ça va être tough de passer à travers une année si en plus on en rajoute une couche. Puis l'autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est le taux de roulement de nos bénévoles. Alors, tu sais, la gouvernance, c'est quelque chose qui prend un certain temps à maîtriser. Tu fais pas juste une formation de 4 heures puis sans pratiquer puis devenir un expert, là. C'est quelque chose, la gouvernance. Puis à partir du moment où est-ce que tu te mets pied là-dedans, les règlements généraux, il faut que tu passes à travers, il faut que tu les comprennes, tu sais. Et le deuxième défi, c'est de dire... OK, avec un roulement de bénévoles où est-ce qu'à chaque année, un conseil d'administration va se renouveler peut-être à moitié, peut-être même un petit peu plus, comment tu es capable d'aller en profondeur? Comment tu es capable de dire, il y a quelqu'un qui va finir avec un baccalauréat s'il finit toujours après sa première année? Puis il s'en va, puis on recommence avec quelqu'un à sa première année, puis il s'en va. Fait qu'il y a tout ça où est-ce que quand j'entends des épisodes comme celui-là, je me disais, ben oui, c'est super sensé, ça prend des politiques de ça, c'est nécessaire pour que le sport soit bien organisé, soit transparent, soit inclusif, mais comment on est capable de l'amener
dans la réalité des clubs, des associations locales, pas au niveau des fédérations, pas au niveau des grosses régions. Fait que ça, c'est le défi que je vois, qui est mon défi de tous les jours, puis comment le rendre attractif sans que ça soit un frein pour nos gens. Mais c'est là où est-ce que ça fait un certain temps que je pose cette question-là, puis j'ai pas de réponse, puis je sais pas si on va trouver une réponse, mais est-ce qu'on a la bonne structure sportive au Québec? Comme on est complètement basé sur des OBNL, peut-être des OBNL dans plein de types de domaines, dont le sport. Excuse-moi. Est-ce que ça, c'est la bonne façon de structurer le sport? Je pose la question, puis je dis pas que la réponse est non, puis qu'il faut que ce soit l'entreprise privée, ou que... Mais il y a une réflexion, là, puis là, je fais appel aux chercheurs, puis au milieu académique, là, comme, comment qu'on pourrait mieux se structurer comme système sportif pour réduire cette charge-là de gouvernance qui est très lourde, puis les taux de roulement, comme tu dis, de 33 à 50 % et plus, c'est la réalité, là. Puis c'est sûr que c'est un cheval de bataille sans fin. Ouais. Tout en étant capable de continuer à soutenir, dans le fond, l'essence du sport, qui est le technique, qui est le plaisir des jeunes d'être là puis de se développer. J'ai pas de réponse, mais visiblement, il y a vraiment un élément qui fonctionne pas là-dedans. Puis là où est-ce que ça me saute aux yeux, c'est toutes les questions qui touchent l'intégrité, le safe sport, puis tout ça. C'est extrêmement lourd, c'est nouveau. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on en parlait très peu. Là. Donc, comme avant, on se fermait un peu les yeux, puis on gérait ce qui était gérable. Mais là, on est dans un autre paradigme de cette notion-là, puis c'est tout à fait positif. Là. Don't get me wrong là-dessus. Là, je suis là-dedans à 100%. Mais c'est une lourdeur de plus sur les clubs. Fait que de rajouter ça à dire à des clubs maintenant, hey, les plaintes, il faut que vous en preniez plus charge. Puis quand c'est des plaintes sérieuses, on s'attend à ce que vous soyez performants dans la gestion de ça. Hey, ça dérape. Là. C'est là que ça dérape. Puis ça va continuer en étant de plus en plus important, cette question-là. Et ça va être une charge de plus en plus importante sur les clubs. Puis je le vois, là, les clubs où il y a des fois un petit enjeu d'intégrité qui arrive, puis ça prend de l'ampleur là, souvent parce qu'ils savent pas gérer ça au début. Fait que là, ça devient un conflit. Là, ça arrive à la fédé, puis là, c'est le gros conflit. Puis là, tu fais comme « Oh my God! » Puis là, ça prend mon temps. On là, demande ça prend à beaucoup de temps. des entraîneurs bénévoles, des parents bénévoles, de monter des dossiers légaux pour défendre des comportements qui ont fait des fois de bonne foi. Exact. Puis là, je ne veux pas rentrer dans des exemples spécifiques. Clairement qu'il y a des cas qui s'enlèvent. Là, on n'est pas en train de dire ça. Je pense les trois autour de la table. Mais moi, je pense que Puis en fait, je vais ramener la conversation plus large. Je suis tanné, puis ça fait depuis longtemps, qu'on fait juste ajouter des choses. Puis ajouter des choses dans l'assiette des entraîneurs, dans l'assiette des administrateurs sportifs. Comme, tu as déjà une semaine pleine, juste à t'occuper de la direction du sport. On a la même chose au niveau des entraîneurs. Puis c'est comme là, on ajoute des choses, on leur ramène ça. Puis là, c'est comme, OK, on n'est plus en train de se concentrer sur ce qui est important. Le plaisir et le développement. Puis quand je parle du développement, je ne parle pas juste de parler du développement à être capable de frapper à la balle ou être capable de nager le crawl adéquatement. Je parle de développement global qui doit se produire par le sport. En premier, est-ce qu'ils ont du plaisir? En deuxième, est-ce qu'ils se développent? Dans un bas âge, bien entendu. Ouais. Mais c'est comme la lourdeur de toute cette bureaucratie-là, de toutes ces choses-là, comme ça fait qu'on n'est plus en train de se concentrer sur l'essentiel. Puis à un moment donné, c'est là que les jeunes vont aller ailleurs. C'est comme, oui, on veut les protéger, puis il faut les protéger, puis il faut rendre le sport sécuritaire, mais est-ce qu'on peut le faire sans ajouter 450 000 affaires? T'sais? Puis moi, ça, en tant que personne externe qui fait de la recherche, qui peut se permettre de critiquer, je pense qu'il faut le faire. Puis ça, bien, il faut être capable de dire, puis de repenser toutes les choses qui sont imposées aux entraîneurs, puis dire, et aux administrateurs de clubs, puis de dire éliminer. Comme dans notre productivité personnelle, des fois, la meilleure question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est qu'est-ce que je devrais pas faire. Je suis pas en train de dire, ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas s'occuper de l'intégrité, l'inclusivité, la sécurité dans le sport. Je suis en train de dire que c'est pas vrai qu'il faut rajouter 40 affaires pour être capable de régler ce problème-là. Ça fait un peu un lien avec ce que tu disais au départ. C'est comme, quand tu parlais de la recherche que vous avez eue, de ton côté aussi, on avait fait une recherche ensemble début de 2020, mais dire, OK, on va faire des changements significatifs, on va peut-être en faire moins, mais on va faire des changements significatifs que quand on va se ramasser 5 ans plus tard, parce que j'ose penser qu'il y a au moins une partie du voyage au Japon qui est inspirée un peu du challenge qu'on vous a donné au début 2020, ça va créer des changements significatifs. Puis, c'est vraiment facile, dans une posture externe, de chercheur, d'arriver de dire « Hey, les administrateurs, vous devriez faire ça. Hey, les coachs, vous devriez faire ça. » Comme c'est facile. Comme quand tu es dans les souliers de coach, puis moi, c'est ce que je me suis promis de jamais oublier, comme c'est quoi être un coach?
t'en as déjà 450 000 affaires à faire. T'en mets 450 000 là, c'est peut-être l'affaire qui va faire déborder le vase, qui va faire que tu vas te ramasser 7 ans plus tard, puis cette personne-là, qui est un excellent coach, puis une excellente personne, va faire d'autres choses de sa vie parce qu'il ira au privé, puis il pourrait être payé le double du salaire à travailler doublement moins. Tout à fait. Mais, c'était ma montée de lait. Là, je vais dire, mais comme fédé, je vais être un peu obligé de mettre des éléments supplémentaires en place. Je vais rajouter un certain fardeau, parce que je vais mettre en place un programme de reconnaissance de club. Je m'inspire beaucoup de Soccer Canada, puis comment les fédés provinciales de soccer ont réussi à implanter ça. Mais ce programme de reconnaissance-là, puis tout ce que ça va venir avec du côté administratif puis du côté sportif, là, dépendamment du niveau de labellisation qu'on va donner, etc., on va rajouter un fardeau dans l'espoir de rendre le milieu plus sain, sécuritaire, puis d'offrir un milieu beaucoup plus plaisant pour le développement de nos athlètes. C'est ça l'objectif qu'on a au bout du compte. Ben oui. Fait que même si on veut pas rajouter de la lourdeur, puis je remets en question la façon qu'on est structuré, en ce moment, dans ma position, je vois pas d'autre façon que finalement d'en rajouter à un certain point. Oui. Fait que, puis quand je dis que je me remets en doute constamment, là-dessus, je me remets en doute constamment. Puis la façon de gérer des cas d'intégrité, je me remets en doute constamment. Ça m'empêche de dormir souvent, mais j'essaye tout le temps de prendre la meilleure décision. Puis si c'est ça la meilleure décision, mais je vais continuer à le faire, même si, tabarnouche, c'est pas facile. Non, c'est pas facile des fois parce que c'est des décisions qui sont pleines de nuances de gris. Ah ouais. Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou dans un sport? Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Hamel quand il est question de décisions financières. Mador Hamel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis plus d'une décennie. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprises, des médecins et diverses organisations de partout au Canada grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais, à mon avis, c'est pas juste leur expérience qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille. Grâce à leur approche, nous avons pu acheter notre maison idéale en 2019 et réaliser un projet d'aménagement paysager majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas des clients juste pour prendre des clients, ils te prennent quand tu es rendu là et puis qu'ils peuvent vraiment t'aider. En faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières, puis ça, pour moi, ça vaut beaucoup. Alors que tu veuilles acheter une maison, payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madorhamel.com et mentionner Coach Frank. Quand on magasine de l'équipement de fitness, on fait souvent face au même dilemme. Soit c'est abordable, mais ça dure pas trop longtemps, c'est pas vraiment solide. Ou bien c'est de qualité, mais ça coûte une fortune. C'est exactement le défi que je vivais quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement pour athlètes. C'est à cette époque-là que j'ai connu FEO.ca, Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Depuis près de 30 ans, ils ont trouvé la formule parfaite. Fournir de l'équipement de qualité à prix abordable. Ils peuvent répondre à tous les besoins en équipement parce qu'ils opèrent avec une division commerciale et aussi une division résidentielle, offrant ainsi une gamme complète d'équipements de cardio, de musculation, de réhabilitation, de yoga pilates, de boxe, MMA et de suppléments nutritionnels. Justement, en 2017, en tant qu'ancien joueur de football qui se respecte, je voulais m'acheter un rack à squat pour mon entraînement à la maison et mes critères étaient plutôt clairs. C'est-à-dire que ça me prenait un rack à squat qui était stable quand tu mettais 300 livres sur la barre, puis je voulais qu'il soit stable tout en étant durable et
à un prix qui fait du sens. Puis justement, le rack que l'équipe de FEO.ca m'a recommandé répond encore parfaitement à ces critères-là aujourd'hui, 8 ans plus tard. D'ailleurs, leur expertise parle d'elle-même avec des partenariats établis avec la Défense nationale, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations gouvernementales qui ont tous choisi FEO pour leurs besoins d'équipement. Cette confiance par plusieurs institutions confirme qu'ils offrent le meilleur rapport qualité-prix du marché. FEO.ca reconnaît aussi l'importance des premiers répondants en leur offrant des rabais spéciaux pour toutes les autres personnes. Visitez FEO.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10% de rabais sur tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Maxime, l'épisode qui t'a peut-être le plus marqué, les faits saillants, est-ce que tu en as retenu? L'épisode d'Olivier Doucet sur le leadership transformationnel, puis tout le leadership partagé aussi. Ça, c'est quelque chose qui est venu vraiment me chercher parce qu'on est dans une fédération où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Veut pas, à travers 150 clubs, à travers... pas loin de 40 000 joueurs-joueuses, tu sais. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup depuis un certain temps parce qu'on veut agir avec courage, on veut innover, comme on dit, puis pour en arriver à innover, il faut que les gens mettent en application les idées qu'on a. Puis on s'est rapidement rendu compte que, tu sais, les gens, pour s'engager, ont besoin de se sentir consultés, ont besoin de prendre une partie aussi, pas juste de la charge, mais de l'idée ou du concept. Donc, tout ce qui est... de pas juste être la tête qui prend les décisions, puis là, je parle, mettons, de Baseball Québec, mais de le partager avec les régions, de le partager avec les associations. Il y a certains concepts là-dedans qui m'ont amené à réfléchir, à revoir comment on pouvait le partager avec notre communauté. Donc, c'est pas aussi juste au niveau des employés de mon bureau ou avec la direction de Baseball Québec. C'est de dire, un coup qu'on est rendu sur le terrain, là, faut que les gens aient un sentiment d'appartenance envers les décisions qu'on va prendre. Puis le moyen d'y arriver, c'est de les amener à partager et à embarquer dans le plan dès le départ. Et de partager ce leadership-là, de mettre en place un peu comme je disais tantôt, les principes directeurs de où on veut aller, c'est quoi notre rêve, c'est quoi notre direction. Maintenant, venez partager avec nous autres, venez travailler avec nous autres sur ce projet-là. Évidemment, c'est pas toujours facile parce que c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Mais au bout de la ligne, si on repart après certaines rencontres, après certaines périodes de temps avec des gens qui retournent dans leur région, dans leur association, avec un message qui est commun, pour moi, ça devient une multiplication des leaders puis de l'idée et de la mission qu'on veut se donner puis qu'on veut partager à tout le monde. Donc, Olivier, on l'avait déjà rencontré à HEC Montréal, mais c'est des choses qui me fascinent beaucoup. Les cultures organisationnelles aussi, nous, à Baseball Québec, on a une culture très clanique à un certain moment, mais ça m'a amené aussi à me rendre compte qu'il y a pas juste du bon là-dedans, être très proche. Là, il y a des fois, ça prend un pas de recul pour en arriver à dire à un employé, non, c'est à gauche qu'on s'en va, c'est pas à droite. Des fois, quand les relations sont rendues trop interpersonnelles, sont rendues trop proches, ça peut être un défi. Donc, c'est une facette qui me stimule beaucoup depuis un certain temps. Fait que ce que j'entends, c'est quand on est dans un processus de changement, quand on est en train de créer un nouveau plan, une nouvelle direction, une nouvelle vision, consulter les gens très tôt dans le processus. C'est ce que tu me dis. Oui, consulter puis leur donner la chance ou leur donner les outils ou les amener à prendre après ça le bâton du pèlerin là, pour eux autres devenir justement les porte-parole puis les leaders pour la suite des choses. OK, super. Puis là, j'aimerais ça, avant qu'on tombe dans les questions éclairs, parce que ça fait déjà un bon bout qu'on se parle, messieurs, je veux absolument qu'on parle du transfert du talent. Donc, dans l'épisode 137, superbe conversation que j'ai adorée, qui a déjà fait bien des remous là, dans le système sportif de ce que j'ai entendu. Avec Daniel Fortin-Guichard, professeur à l'Université McGill, qui s'attarde principalement à l'identification du talent, la sélection, les biais dans les processus de sélection et tout ça. On est parti sur une tangente dans la conversation où est-ce qu'on parle du transfert du talent. Si je peux récapituler, en bout de ligne, le transfert du talent, c'est quand on a un athlète qui progresse, par exemple, en tennis jusqu'à l'âge de 16 ans, puis d'un coup, du jour au lendemain, il rentre dans la structure de baseball. Puis ce qu'il a mentionné, Daniel Fortin-Guichard, c'est que c'est une des stratégies de recrutement qui est les plus successful, qui a le plus haut taux de succès dans le recrutement. Ce qui m'a quand même surpris là, lorsqu'on a eu la conversation. C'était pas prévu pendant tout qu'on parle de ça. Puis là, je serais curieux de savoir. Puis en fait, je veux votre avis là-dessus parce que quand j'ai eu cette conversation-là avec Daniel, moi, je me disais, mais les fédés ont un rôle à jouer. Parce que ça m'a ramené au mandat qu'on a complété ensemble, tu sais, 2020, où est-ce qu'on a créé une autoroute, puis on dit, OK, voici l'autoroute, puis le chemin idéal, si on veut, pour qu'un athlète parte de U9 jusqu'à la Ligue de baseball majeure. Tu sais, c'est ce qu'on souhaite.
Mais tout au long de l'autoroute, une des choses qu'on avait faites, c'est qu'on a mis des entrées puis des sorties. Oui. Fait qu'en discussion avec André, nous, on était comme, OK, oui, on a une autoroute, mais on veut pas que l'autoroute, ça soit un peu comme l'écosystème de Apple, là, que les murs sont très hauts, puis si tu es avec Apple, tu peux pas sortir aller Android, tu peux pas aller sortir avec une autre compagnie, il faut absolument que tu restes Apple. On voulait que l'autoroute soit perméable. Fait qu'il faut qu'il y ait des entrées puis des sorties. Mais là, ça, c'est le beau modèle théorique, c'est super intéressant comme recommandation. Mais j'étais comme, hey, mais les fédés ont un rôle à jouer là-dedans, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, puis là, je vais vous lancer des questions, puis je vais vous laisser répondre aux questions que vous voulez parmi celles-là que je vais lancer. Mais c'est comme, OK, on fait ça avec quel sport? Comment est-ce qu'on crée ces points d'entrée-là? Comme, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on s'associe avec un sport en particulier? Est-ce qu'on fait des camps ouverts? Est-ce qu'on fait comme des camps RBC, mais plus propres à ça? Puis j'étais comme, OK, mais à quel point que la natation peut faire ça quand on est rendu à 17 ans? À quel point on va être capable d'en trouver? Fait que j'étais comme, OK, oui, c'est une belle idée, puis ça semble fonctionner selon les recherches qu'il a découvertes et ou étudiées. Mais j'étais comme, OK, en pratique, les fédés ont un rôle à jouer, puis je suis pas sûr que c'est si simple que ça. Ben, je te dirais, il y a un gros frein culturel à ça. C'est-à-dire, c'est tellement pas commun. En tout cas, particulièrement peut-être en natation, là, où est-ce que tu me demandes c'est quel le sport, où est-ce qu'on va pouvoir faire du recrutement, puis je le sais pas là, de base, mais je suis pas le gars de technique non plus. Là. Mais il y a un frein définitivement culturel à ça. Dire comme coach, c'est comme, OK, moi, je vais pas grossir ma masse. Là. Ce que je vais faire, je vais faire du scouting dans le gym à côté, puis je vais aller voir d'autres types de sports, puis je vais aller pointer des athlètes potentiels. T'sais. Puis je te dirais, un des freins que je peux entendre, de ce que je comprends des conversations que je peux avoir avec des gens de natation, mais tu regardes, mettons, Summer McIntosh, 14 ans, comme hyper performante. Ils disent comment il faut que ça commence jeune. Il y a le contre-exemple de Catherine Savard, qui est plus arrivée à 14 ans, mettons. Puis justement, elle s'est développée un petit peu plus tard. Mais c'est pas un transfert directement de talent. Tout ça pour dire que je pense que la natation peut être un feeder pour d'autres sports. Water polo, sauvetage sportif. Puis le DG de la Société de sauvetage, il m'en a parlé souvent, comme vos nageurs, là, qui décrochent à 17 ans là, parce qu'ils rentrent au cégep et tout ça. Là. Moi, je l'ai vu, l'autre bord. Là. C'est eux qui vont faire du sauvetage sportif, qui vont devenir sauveteurs, mais qui vont aussi pouvoir s'investir dans le sauvetage sportif. Ils ont toutes les skills nécessaires pour bien performer dans ce sport-là, même si c'est pas un sport olympique. Là. Ouais. Donc, il y a des transferts qui sont possibles. En water polo, j'ai joué longtemps moi-même au water polo, puis quand on voyait un nageur arriver, là, comme, il est rapide, lui, comme, OK, il tient pas le ballon, il sait pas vraiment comment faire, mais il a le skill de nager déjà, fait qu'il va avoir plus souvent le ballon, puis il va apprendre un peu plus rapidement que les autres. Fait que tu sais, cette philosophe, cette mentalité-là, puis quand je suis arrivé justement à la Fédération de natation, j'avais « Hey, ce jeune-là, tu veux pas l'envoyer l'autre bord au club de water polo? » Ouais, mais non, tu sais, comme... Déjà, fait que ce frein-là, je pense que c'est quelque chose d'important. Mais avant que tu ailles plus loin, moi, je vais interjecter pour dire... Mais vois-tu, le commentaire de l'entraîneur que tu as ressorti ou la personne technique que tu as ressorti, c'est comme si... Il y avait un clivage, une dichotomie, une séparation. C'est comme, OK, soit qu'il faut commencer tôt ou qu'il faut permettre à des athlètes plus tard. Mais je suis comme, non, les deux peuvent coexister. Puis je pense que c'était ça le modèle en bout de ligne. C'est comme, tu as une autoroute, puis on veut que les Summer McIntosh puissent se produire, mais on veut aussi que les Laurent Duvernay-Tardif puissent se produire. Puis qu'ils arrivent tard au football, qu'ils pratiquent un peu moins, puis que d'un coup, boum, ils se rentrent dans la NFL. Puis c'est là que je sais pas pourquoi. Le rôle de ta question, c'est quoi le rôle de la Fédé? Ouais. Si nous-mêmes, on intègre cette philosophie-là, si on veut, puis qu'on se dit, OK, on va le faire de façon délibérée. J'ai aucune idée de comment ça peut se faire de façon délibérée, mais il faut se poser la question. Il faut que mon directeur technique dise, OK, Francis, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. J'ai 2-3 sports en tête. Là, on va mettre un projet sur 3 ans, puis on va voir si on est capable de développer quelque chose. Mais ça, là, comme je viens de penser, là, mettre ça en place, c'est quand même... C'est structurellement lourd. Là. Tout à fait. C'est une nouvelle affaire parmi tout le reste. Fait que cette nouvelle affaire parmi tout le reste qui peut être super pertinente, mais on n'est pas nécessairement comme système, comme sport, comme milieu encouragé à le faire. Mais tu as raison. Si la recherche le prouve, on devrait le faire. Ouais. Puis je pense que l'étincelle pourrait partir définitivement des fédés. Mais là, faisons pas ce qu'on critique que les gens font, c'est-à-dire de parler de quoi puis de dire, OK, il faut le faire de plus. Puis, tu sais, je me dis, OK, est-ce que c'est le rôle de l'Institut national du sport du Québec de faire des camps OK, on va voir les Jeux du Québec, après ça, on identifie des personnes qui auraient des potentiels dans d'autres sports selon leur performance propre à un sport. Je vous donne un exemple X. Puis après ça, on fait un camp style RBC qui est chapeauté par l'INS. Puis, OK, on donne une recommandation par rapport à ces athlètes-là. Tu as 200 athlètes qui viennent, puis ils disent, OK, ben tu pourrais aller potentiellement dans tel sport. Puis là, où, dans le cadre des Jeux du Québec, je donne un exemple, on fait une Olympiade à la fin des Jeux du Québec, les meilleurs athlètes par région
qui participent à lancer de quelque chose, un peu comme le défi triple jeu. Tu sais, le défi triple jeu, comme tu pourrais prendre n'importe qui, puis là, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Là. Moi, c'est ce que j'ai fait à mon bas âge. Je sais pas si tu te rappelais, j'avais joué au baseball. Puis, tu sais, le défi de triple jeu, moi, j'étais pas un gars de baseball à la base. J'avais fini 3e de ma région, tu sais, par rapport à ça. Ben, comme probablement que ça t'aurait permis d'identifier, quand il fait le tour début, il court pas mal vite. Puis finalement, il est capable de lancer son relais super loin, tu sais. Fait que, est-ce qu'on aura des Olympiades à la fin des Jeux du Québec qui nous permettraient d'identifier? Puis là, chaque région envoie 10 athlètes qui est là. Puis là, peut-être pas, parce que peut-être justement que les athlètes qui vont être performants dans ces Olympiades-là à la fin des Jeux du Québec, ça va être aussi des athlètes qui gagnent les médailles dans les autres sports de toute façon, tu sais. Fait que, y a-tu moyen de créer quelque chose qui est déjà intégré à la structure, qui nous permettrait d'identifier ça puis de créer un bassin provincial, tu sais? Puis en même là aussi, il faut aussi évaluer l'intérêt de l'athlète à le faire, tu sais. Parce que là, on veut pas forcer un athlète. Fait que c'est là que je me dis, je pense que une des choses qui est inévitable, c'est il faut l'arrimer à quelque chose qui est déjà en place, style Jeux du Québec, style Jeux du Canada, je pense. Tu sais. Écoute, j'ai pris plein de notes. J'aime ça. J'aime voir comment quelque chose de théorique peut réellement se produire sur le terrain. Puis quand tu parles du rôle de la fédération, ben, je pense qu'on est encore à la première étape de semer des graines. Parce que tu as parlé de l'intérêt des jeunes, là, mais à un certain moment, là, si on veut avoir des jeunes qui sont prêts à essayer d'autres choses, il faut les amener à être curieux puis à vouloir développer d'autres sports. Donc, nous autres, je pense qu'on a comme rôle aussi à vraiment prôner, puis je reviens encore sur le multisport. Il faut prôner le multisport, faut s'assurer ou il faut trouver des façons que les horaires qu'on met en place dans nos sports permettent aux jeunes de faire d'autres sports sans que ça soit toujours déchirant de dire « Hey, j'ai pas le choix, va falloir que je manque une activité ou que je manque l'autre pour pouvoir continuer. » Parce qu'à la base, 90 % de notre sport, c'est du sport communautaire, c'est du développement, c'est de l'initiation. Fait que avant d'en arriver à dire écoute, toi, au football, là, ton plan B, là, ça pourrait être en arrière de bobsleigh puis pousser. Là. Mm-hmm. Comme James McNaughton, c'est un cas réel, ça. Ça naît, là. Il y a des athlètes de l'équipe olympique et c'est un de mes coéquipiers, justement, au niveau universitaire. Absolument, mais je pense qu'on est la première étape, c'est s'assurer que nos jeunes sont assez curieux pour que, s'ils ont réellement cet appel-là un jour, là, ben, ils ont envie de faire ça. Parce qu'un jeune qui joue au hockey depuis 10-15 ans, là, ben, s'il a joué au hockey toute sa vie puis il a fait juste du hockey, là, peut-être que son intérêt ne sera pas là. Fait que comment on est capable de l'amener à ça? Puis, tu sais, une autre des choses qui est quand même assez importante, tu sais, il faut prendre en considération le moment où le jeune pique dans son sport. Hein, parce que le baseball, c'est un sport à développement tardif. Hein, on le sait, les gars, la plupart du temps, qui vont aller jouer professionnel, ont passé par le circuit universitaire, donc on les garde dans notre structure long terme. On les garde avant, tu sais, je veux dire, la moyenne des joueurs dans les ligues majeures est à 21 ans, 22 ans même peut-être. Au hockey, c'est beaucoup plus jeune. En natation, c'est une autre chose. Fait que, tu sais, l'arrimage de tout ça peut être différent. Fait que moi, peut être quand même assez complexe, mais je pense que comme fédération, de continuer à semer les graines sur le multisport est hyper important. Maintenant, dans le quotidien, est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est compliqué parce qu'on en a parlé tantôt là, quand on parlait de gouvernance, qu'on parlait de club, qu'on parlait de notre structure, de combien il y a d'OBNL. Tu sais, c'est des milliers d'OBNL, c'est des milliers de gens qui ont des fois des entreprises puis qu'il faut faut qu'ils en rendent de l'argent pour que l'entreprise soit capable de survivre. Donc, doit donner des cours de ci, des cours privés de ça, durant une période de l'année qui n'est pas la même. Fait qu'arrimer tout ça est hyper complexe, mais dans le meilleur des mondes, si des enfants pouvaient faire du multisport, être curieux, découvrir, et là, on en arrive à ouais, on vient de se rendre compte que toi, tes jambes, il y a des fibres rapides là-dedans, puis ça serait pas pire pour tel autre sport. Bien, on est-tu capable de s'assurer qu'ils répondent bien, hey, ouais, je suis curieux, j'ai le goût de l'essayer, pourquoi pas? Tu fais mention, tu sais, de s'assurer que le jeune a de l'intérêt, que la famille a de l'intérêt là-dedans. Mais je te dirais, tu sais, je reviens à l'élément culturel. Si ton coach veut pas te laisser aller à ce camp-là à la fin des Jeux du Québec, puis toi, tu veux y aller, là, comment tu vas gérer ce conflit-là? Puis comment tu vas faire en sorte que l'entraîneur soit ouvert puis dise « Hey, vas-y, aie du fun, là, puis comme si tu reviens pas nager l'année prochaine, c'est pas grave. T'es bon, là, mais si t'as plus de fun dans un... » Juste dire ça, là, comme mets des entraîneurs de n'importe quel sport dans une salle, là, puis fais lever la main à ceux qui seront prêts à faire ça comme d'emblée, là. Je pense qu'il y en a plus qu'on pense, mais j'avoue qu'il y aurait de la réticence. Je ne veux pas dire que 100% des gens seraient pour, mais je pense qu'il y en a quand même plus qu'on pense. Puis c'est là que la conversation doit être ce qui est le mieux pour l'athlète. Puis peut-être aussi en bout de ligne, tu sais, quand justement on me donnait l'exemple des calendriers de compétition, puis qu'André qui travaille beaucoup là-dessus, tu sais,
on dit tout le temps, à un moment donné, on veut que les coachs, on veut que les fédés, on veut que les gens changent. Ben, change la structure, puis les gens vont changer. Fait que si tu changes de calendrier de compétition, puis tu changes de pointage, ben, en bout de ligne, tu dis que le pointage, chaque coup sûr amène un point, par exemple, ben, les gens vont penser plus à faire des coups sûrs qu'à faire des circuits. Tu sais, je donne un exemple X. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça nécessairement dans un match de baseball, mais peut-être justement que ça prend plus une directive gouvernementale qui va nous dire, hey, tel sport, vos championnats provinciaux, c'est dans telle période, puis tel sport, vos championnats provinciaux, c'est dans telle période, puis c'est comme c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Parce qu'en bout de ligne, c'est difficile pour vous, probablement, de le faire, parce que là, vous allez penser à vos propres intérêts en fonction des essais olympiques. Puis c'est pas propres intérêts dans un... Tu sais, l'égoïsme, à un moment donné, il faut comme... Tu veux bien servir, puis tu veux placer des gens sur l'équipe olympique, ben il faut que tu te times avec les essais olympiques, tu sais. Je souhaiterais pas que ce soit le ministère qui nous dise ça. Maintenant, je préférerais que ce soit des experts compétents qui... Bon, je dis pas qu'ils sont pas compétents, mais je dis... Tu sais, comme je préfère que ce soit un André Lachance qui vienne étudier le milieu, puis qui dit comme... Hey, moi, de mon point de vue, basé sur la science, voici ce que je recommanderais à la fédération X ou Y. Des recommandations indépendantes, informées, si on veut. T'sais. Oui, c'est ça. Ouais, okay, intéressant. Tant qu'à lancer un pavé dans la mare, moi, je l'ai déjà fait, cette recommandation-là, à Marc Desjardins de l'Institut national du sport, à dire, pour moi, je pense qu'il devrait y avoir au Québec un organisme qui s'occupe de développer le sport du début jusqu'à la fin et justement de donner ces consignes-là et d'arrimer le tout. Est-ce que l'Institut national du sport pourrait, dans le futur, avoir cette mission-là? Évidemment, dans une structure différente, avec probablement plus d'employés, parce que présentement, ils sont axés sur le développement du haut niveau, là, mais tu sais, de dire... On va jusqu'à l'initiation, puis justement, on va arrimer l'ensemble des sports, des 68 fédérations pour que ça fonctionne bien, avec des directives qui sont souvent les mêmes dans le développement des athlètes, dans la sécurité des athlètes. Il manque ça au Québec, puis ça, évidemment, ils sont en train de revoir leur planification stratégique, fait que c'est pour ça que j'en avais fait la recommandation. Je leur ai donné mon avis, mon opinion, tu sais, c'est rien de formel, mais que ce soit eux, que ce soit un autre organisme, je pense qu'en France, il fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y a des avantages, des désavantages? Probablement, mais avec une équipe de gens rémunérés, de spécialistes, de professeurs, de chercheurs, puis après ça, de gestionnaires, pour que le sport, dans tout son ensemble, soit organisé, structuré, un peu avec des lignes directives. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bien arrimées, que ce soit le civil, le scolaire, que ce soit les calendriers de compétition intersport, puis des choses comme ça. Puis je pense que c'est un élément qui doit changer à court terme. C'est-à-dire qu'une plus grande collaboration entre les sports à tous les différents niveaux, entre les entraîneurs et les clubs, tout en gardant l'athlète au centre de ces choses-là. Puis je pense que ça, c'est super important. Ce que tu mentionnes, dans le fond, c'est de faire vivre une espèce de philosophie, de modèle de développement d'athlètes. Hey. Au Canada, il y a Sports for Life qui a un peu cette mission-là, qui fait un congrès annuel, les fédés nationales y vont. Le PNCA est basé sur ce modèle-là. Mais c'est d'avoir un projet. On arrive au Québec, puis on n'a pas le même modèle. Mais il n'y a personne pour le faire vivre, cet autre modèle-là. Puis ce que tu proposes, dans le fond, c'est de faire vivre un autre modèle sur notre territoire qui pourrait faire plus de sens dans notre contexte. C'est pas à s'y méprendre. Là, comme il y a tellement d'initiatives, que ce soit le pôle sport, l'équipe du domaine du loisir et du sport et de l'activité physique, là, je ne sais pas sûr c'est lequel le nom exactement, le DESLAP, en tout cas avec le ministère, l'INS, les fédérations, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les 5 dernières années. Puis là, je pense qu'on est rendu au point que, à mes yeux, avec ce que vous venez de dire, ça prend un projet de société pour le développement de la pratique sportive. Puis ça, je pense que des fois, c'est des choses qui manquent dans la société en général. Je pense pas qu'on va changer le système de santé demain. Je pense pas qu'on va changer bien des choses. Mais si nous, on peut juste avoir un projet, une vision commune qui va arrimer tout le monde pour le développement de la pratique sportive, je pense que ça fait un gros changement puis ça aiderait beaucoup à faire avancer les choses. Ceci étant dit, messieurs, ça fait déjà un bon petit bout qu'on parle ensemble. Fait que ce que je vous dirais, j'enchaînerai en fait avec les questions éclairs. Je commencerai peut-être par toi, Maxime. On en a 3. Fait que je vais te lancer la première. Après ça, je t'invite, Francis, à répondre à la première, puis je vais enchaîner avec la deuxième. Quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus en ce moment? Écoute, je viens de relire un livre que j'ai depuis 7-8 ans. C'est un petit livre de baseball qui s'appelle The Matheny Manifesto. Il faut savoir que Matt Matheny, c'est un ancien receveur des Cards de Saint-Louis puis des Giants de San Francisco. Et Mike, à un certain moment, après avoir pris sa retraite, a été coacher ses enfants au high school, au baseball. Puis, après 3-4 ans au niveau secondaire avec ses enfants, il est tombé directement gérant des Cards de Saint-Louis. Et après ça, il a écrit ce petit livre-là où est-ce qu'il raconte ses philosophies comme coach, mais aussi, surtout dans ses philosophies avec les parents. Comment un parent devrait être un bon partenaire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut pas faire? Donc, c'est vraiment autour des valeurs d'une équipe high school, donc de baseball amateur, et comment les gens doivent agir. Donc, lui, dans son livre, il dit, exemple, les parents, ça devrait être des silent partners.
tu dois être assis dans les estrades, là, puis sois fier de ton enfant, mais ferme ta boîte, tu sais. Puis si tu décides d'encourager, là, ben t'encourages ton enfant comme t'encourages ton pas-enfant à toi. Comme t'encourages le beau catch qu'il va avoir de l'autre côté dans l'équipe. Puis là, évidemment, ben c'est le début de la saison. Je commence à coacher mes enfants sur le terrain à tous les soirs. Fait que j'ai dit, je vais me réinspirer, je vais regarder ce livre-là. Puis je trouve ça génial parce que ça nous ramène aussi à la réalité de ces enfants-là. Là. Ils veulent avoir du fun. On peut bien partir, nous autres, avec nos principes de développement de haut niveau, des amener à performer. C'est super important, mais il n'y a rien de ça qui est possible s'ils ne sont pas heureux d'être au parc. Puis quand ils sont dans la voiture puis qu'ils s'en retournent à la maison, là, c'est ce que je pas en ayant été fier de ce qu'ils ont fait versus des fois se sentir stressé parce que j'ai entendu des commentaires de papa, j'ai entendu des commentaires de maman. Donc, ce livre-là, je viens juste de le relire puis ça m'a fait du bien. De ne pas oublier pourquoi on est là. Oui. Francis? Moi, ce que je propose, c'est plutôt un épisode de balado. La balado de Malcolm Gladwell, 12 Rules of Life. Dans le fond, c'est autour du principe de pull the goalie. Donc, il interviewe des gens de finance de Wall Street qui avaient fait une étude basée sur des statistiques là, qui démontraient qu'au hockey, quand tu tires de l'arrière et que tu veux gagner, il faut que tu retires ton gardien, mais pas quand il reste 2-3 minutes. Là. Retire ton gardien. Il reste 15 minutes à la troisième période, tu tires de l'arrière, tu as plus de chances de gagner si tu retires ton gardien à 15 minutes. Okay. Il avait fait la démonstration. Puis son point avec ça, c'est de dire faut pas avoir peur de prendre des décisions qui peuvent être contre-intuitives, qui peuvent aller contre le consensus social, mais qui sont basées sur les données et sur la science. Fait qu'il donnait une multitude d'exemples comme ça ou de situations dans lesquelles hey, pull the goalie, là, comme go, vas-y, fais les changements qu'il faut parce que tu as tout de ton côté, même si personne ne croit en toi dans cette situation-là, si toute la science et les données te disent qu'il faut que tu ailles dans cette direction-là, fais-le. Puis qu'en attendant, peut-être à 50 secondes, tu te garantis de ne pas te faire critiquer, mais tu tues tes chances potentiellement de gagner. Exactement. Puis il dit comme, la journée où est-ce qu'il y a une game de hockey qui va se gagner alors que le goalie a été retiré à 15 minutes de la fin de la game, comme, il va y avoir un changement. Il faut qu'il y ait une première personne qui le fasse, puis ça c'est jamais arrivé. Mais statistiquement parlant, tu as plus de chances de gagner si tu retires ton gardien à 15 minutes de la fin. Ça me fait penser, justement, Malcolm Gladwell racontait, je ne sais pas si c'est dans ce balado-là, mais l'histoire avec Will Chamberlain qui faisait justement ses free throws, ses lancers par en dessous. Mm-hmm. Et qui avait un taux de succès qui était d'à peu près 92 %, mais à quel point il n'a pas continué à le faire parce que la norme était bien différente. Un lancer, là, c'est par en haut que ça se passe. Et lui, il les faisait par en bas, il les réussissait au complet, mais avec la pression des pairs, des coéquipiers, et ainsi de suite, il a arrêté de le faire. Mais encore une fois, ça en était une autre démonstration qui était statistique, qui démontrait à quel point il y avait du succès, mais quand même arrêté, puis qu'il n'y a personne qui a continué à le faire. John Wooden aussi, le coach du Centenaire, là, justement, il faisait ses lancers francs par en dessous à l'époque parce que ça avait plus de succès. Mais c'est complètement disparu à cause de la norme sociale. Dernière question éclair pour chacun de vous. Je commence avec toi, Francis. Si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron dans un stade, mettons le stade Jean-Drapeau, Parc Jean-Drapeau, ce serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Ça va être une anti-citation. OK. Quand les gens disent « parce qu'on a toujours fait ça comme ça ». On le fera pas parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Moi, c'est comme quand quelqu'un me dit « hey, non, on peut pas. On peut pas ». Quand quelqu'un répond ça ou me dit ça, je dis « hey, je viens de mettre le doigt sur quelque chose. Je dois avoir comme un bout de vérité de fait parce que là, je viens de déranger. Tu pèses sur le bobo, finalement. Ouais. » Fait que je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut, quand on dit qu'il faut être autocritique puis se remettre en question puis faire de l'introspection. Ben ça, c'est un exemple. Quelqu'un dit ça ou toi-même, tu dis ça, tu te rends compte que tu dis on peut pas faire ça, on n'a jamais fait ça. Hey, là, moi, ça vient me chercher. Je suis comme, OK, tu viens de me donner la motivation qu'il faut pour que je te démontre que non, il faut changer. J'ai écouté un livre sur Adrian Newey. Adrian Newey, qui est l'aérodynamicien de Red Bull, là, il est rendu avec Aston Martin. Longue histoire courte. L'aérodynamicien qui a eu le plus de succès en Formule 1 dans l'histoire. Il a gagné à travers toutes les générations. Avant de concevoir l'auto pour, je pense que c'est 2009, quand Red Bull a gagné 4 championnats consécutifs, il y avait un nouveau système de récupération d'énergie que je ne comprends pas au niveau ingénierie. Mais il disait, moi, ça devrait se placer à l'arrière, pas en arrière du pilote. Puis il a parlé à tout le monde dans l'écurie, puis tout le monde disait, c'est impossible de faire ça, c'est impossible, c'est impossible. Finalement, il est allé voir le boss, il a fait le dessin de A à Z de comment ça se pouvait. Ils l'ont fait, et c'est en grande partie à cause de ça qu'ils ont gagné 4 championnats consécutifs. Fait que, tu sais, des fois,
on bloque des innovations par convention, mais il ne faut pas avoir peur de faire différent. Puis ça, c'est un autre exemple. Maxime? Ouais, je suis dans les citations bizarres, moi aussi. Je suis allé avec une citation de Joe Maddon, gérant du baseball majeur, quand il était avec les Cubs. D'ailleurs, que les Cubs avaient regagné la Série mondiale après beaucoup d'années sans l'avoir remporté. Et la citation va comme suit: Try not to suck. Okay. Et je trouve que, et je suis pas sûr que je la mettrais sur le Jumbotron à Oshaga ou à quelque part de même, là, mais je trouve que on est tellement dans une société qui a des attentes élevées constamment, puis qui met énormément de pression sur la perfection, que cette citation-là me fait rire puis me ramène à la base. Tu sais, essaye de juste pas être mauvais. Tu sais, c'est une manière aussi en même temps d'éliminer une certaine pression qu'on est capable de se mettre, mais en restant dans la performance, mais en gardant ça drôle. Fait que la première fois que j'avais entendu Joe Maddon dire ça à Heavy Baez, Try not to suck, et que j'étais parti à rire, puis ça m'est resté en tête. Mais tu sais, c'est tellement de vrai. Ça fait un lien avec Jean-Paul Richard. Quand il disait logum un petit peu, c'est comme fais de ton mieux, puis regarde, ça sera ça. Mais aussi, des fois, moi puis mes collègues, quand on s'entraînait, on disait tout le temps, les workouts les plus importants, c'est les jours que ça te tente pas. Ouais. Si les jours que ça te tente pas, tu fais juste un workout average, ben t'es probablement au-dessus de la grande majorité. Parce que c'est facile de s'entraîner quand t'es en forme, quand t'as bien dormi, quand t'as de l'énergie, quand tu pètes le feu. Tout le monde est capable de faire ça. Mais quand ça va pas bien, si t'es capable de juste faire un workout average, ça va être déjà... Concentre-toi sur l'effort, c'est ça que t'as le contrôle dessus, puis let's go. Parlant de choses qui sont pas average, je pense que la conversation d'aujourd'hui s'est vraiment bien passée. Merci, messieurs. Je donnerai respectivement le mot de la fin. S'il y en a qui ont des questions, qui veulent savoir un peu comment vous faites les choses, Francis, je vais de ton côté. Mot de la fin et puis comment les gens peuvent te rejoindre. Ben, mot de la fin, j'espère qu'on vous a donné une motivation, une compréhension de ce qu'on peut faire comme fédération, comme DG de Fédé. Tu sais, si vous voulez devenir, vous dites hey, ça a l'air d'être le fun d'être DG de Fédé. J'ai pas rêvé ça dans ma vie, c'est arrivé comme ça, mais clairement, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis, fait que si on a pu inspirer des gens là, à se dire comme ça a l'air cool d'une Fédé, c'est quoi une Fédé, puis qu'ils nous contactent pour mieux comprendre, je pense qu'on va atteindre un objectif. Ils peuvent me contacter réseaux sociaux, là, c'est le plus simple. Site web de la Fédération de natation, mon courriel est là. Je suis assez ouvert, j'aime ça discuter avec les gens, d'échanger sur mes expériences, parce que je sens que je vais apprendre aussi de la personne qui va me contacter, donc n'importe quand. Parfait, Maxime? Ben écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour remercier tout le monde qui est en train de nous écouter. Puis la raison pourquoi je vais le faire, c'est que y a quelque chose qui nous rallie tous, c'est qu'on a pris l'engagement, puis on a décidé qu'avec le sport, on allait créer la société de demain. Puis quand je vous dis merci, c'est que à tous les jours, vous prenez de votre temps pour améliorer les choses, pour que ces jeunes-là, des fois c'est des très jeunes, des fois c'est des plus vieux, ben, à travers le sport, vivent des moments inoubliables, apprennent des habiletés de vie, apprennent des choses qui vont leur rester toute la vie, puis qu'après ça, vont devenir des leaders de notre société ou du moins un bon père ou une bonne mère de famille. Donc, merci à tout le monde qui écoute. Super. Puis, on va mettre les informations de chacun de vous dans la description de l'épisode si les gens ont des questions. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour venir un peu parler un peu de ce que vous faites, de un. Deux, challenger un peu les conventions, commencer à conceptualiser dans quelle direction on s'en va. Et puis, pour tout le monde, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. À tous les auditeurs et toutes les auditrices, vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous ne trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, les articles les plus percutants que j'ai découverts récemment et mes réflexions inédites sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec votre coach, mais aussi mes collègues, où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, dirigeants sportifs et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrank.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête d'excellence et on se retrouve au prochain épisode.